Et du coup, on aurait pu demander à Ellie, Peachy ou Anya comment se sont passées leurs vacances, mais on peut pas, puisque aujourd'hui, il y a que des garçons dans ce numéro de Contrecast. Ouais. Mais... Ouais. Je sais pas quoi dire. Bah non, mais c'est pas grave, c'est exceptionnel, je pense. Et puis elles ont raison, C'est pas mais... la première fois. Hein. Si, alors tu mens, c'est la première fois qu'il n'y a pas de voix féminine dans ce Contrecast. D'accord. Tu réécouteras. T'es sûr ? On l'a fait une fois. Eh bien non, chers auditeurs, sûr réécoutez sûr. un par un, Je suis pas sûr. du 0 au 10, c'est la première fois. 2 fois. Ok. Oui, 2 fois si possible. Mais ouais, du coup, vos vacances Truss par exemple, t'as fait quoi? Pas mal de choses. Vacances en famille, GN, boulot, voilà. Par exemple, je suis parti en Normandie parce que il y avait l'anniversaire du débarquement, etc., la libération, etc. Et c'est quelque chose que je voulais montrer à mes gamins parce que tu sais, ils connaissent bien les jeux vidéo de guerre et tout ça. Voilà, ils savent ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, mais là, en fait, d'être dans un cadre un peu plus sérieux et dans un musée, ça permet aussi, tu vois, de leur montrer d'autres choses, de discuter avec eux. Alors, sur une visite, tu vois, sur le mémorial de Caen, sur une visite de 3-4 heures, forcément, ils décrochent. Forcément. Mais bon, ça permet d'aborder certains thèmes, quoi, ce genre de choses. Donc, c'est bien. Et j'ai retenu un mot qui va me permettre de faire une transition avec Zef, c'est GN. Toi, je suis sûr que t'as fait des GN cet été. Ouais, j'en ai fait quelques-uns, ouais, effectivement, j'en ai pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y en a un, par exemple, dont tu voudrais nous parler, qui t'a marqué? Ou d'autres choses de tes vacances, mais... Non, c'est pas passé de très bonnes vacances, et Mais t'as fait des GN. Et j'ai fait des GN, et le dernier que j'ai fait était nul. Ah, ok, super. J'attendais vachement un GN qui se passait à côté de Rome, en Italie, ouais. Qui était un bunker inspiré Fallout. Ok. Et sur le papier, ça peut être cool. Sur le papier, c'est très cool. C'est un GN qui valait cher, et en vrai, c'était pas terrible du tout. Donc, d'accord. Je suis vraiment... Ouais, non. Donc cher et nul, c'est l'opposé du podcast. Parce en fait, j'attendais... oui, ouais, clairement, c'est clair. En fait, j'attendais un truc très cool parce que Unifair Fallout, et il y avait, à part le nom, il y avait rien de Fallout. Donc, je suis un peu... Bon. Bah, ce qui est mieux, c'est que on a des sujets qui sont normalement intéressants. Vous avez peut-être, apparemment, je croise vos regards, on va en discuter, mais oui, en tout cas, le podcast, c'est l'inverse de ce que t'as dit, c'est pas cher, parce que c'est gratuit, c'est pas nul parce qu'on pense que c'est bien, et c'est le 11e épisode. C'est parti. Du coup, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Alors vous l'avez peut-être compris juste avant, si vous avez bien entendu, il n'y avait pas de voix féminine aujourd'hui, donc c'est exceptionnel, mais c'est la dernière fois, la prochaine fois il y en aura plus, et ça n'empêche pas d'avoir des sujets très intéressants à aborder avec, peut-être si on fait un tour de table, Zef, de quoi tu nous parles aujourd'hui? Je vais beaucoup parler de jeux vidéo, parce que j'aime ça, c'est une bonne raison. Hein. Comme beaucoup de gens autour de cette table, et même dans les absents, oui. Et en particulier un jeu où on conduit un taxi dans la nuit. Ah, ok, d'accord. Sympa. À suivre. Et toi, Truss? Moi, j'ai parlé de Dota 2, c'est que ça qui m'intéresse. D'accord. Non, j'ai parlé d'une BD, l'Odyssée d'Hakim. Voilà. Très bien. Pas du tout jeu vidéo pour ce sujet, en tout cas. Exactement. Un peu plus tard. Et ben, on est parti pour le premier sujet. À l'heure où Uber, Taxify et les autres VTC dominent le marché des transports privés, notamment sur la capitale française, Zef, tu vas nous proposer aujourd'hui de devenir chauffeur de taxi. Mais en fait, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui se passe vraiment dans Nightcall? Oui, je peux. Et ton intro était bien, elle était pas si pourrie que ça, en fait. Ah bah merci. C'est pas mal, j'aime bien, plaisir. J'aime beaucoup. Ouais, je vais vous parler de Nightcall. C'est un jeu qui est sorti cet été sur PC, sur Steam, en l'occurrence. Je l'ai eu sur Steam, moi. C'est un jeu qui est édité par Raw Fury, que je ne connaissais pas du tout, et Black Muffin Studio, que je ne connaissais pas du tout non plus, mais qui est un studio français. Donc qui a dev le jeu. Nightcall sur le papier, c'est un très bon jeu. Et franchement, c'est un jeu qui m'a attiré, mais direct dès que j'ai vu le premier trailer, en fait, grosso modo, vous savez à quel point j'aime les jeux d'enquête et d'énigmes et me triturer un peu les méninges dans tous les sens. Donc voilà, Nightcall en fait promet ce genre de choses. En mode, on est un chauffeur de taxi qui travaille uniquement de nuit et qui a été victime rescapée d'un tueur en série qui sévit dans Paris, parce qu'on est un chauffeur parisien. Et en fait, on va devoir, malgré nous, trouver l'identité de ce tueur et enquêter sur lui. Et sur le papier, c'est cool, non? C'est cool, mais pourquoi malgré nous? Malgré, parce qu'en fait, on nous force à le faire. En fait, je vais spoiler un peu la petite première heure du jeu, on va dire. Grosso modo, alors, on est un chauffeur de taxi. Quand le jeu commence, en fait, il y a 3 enquêtes ouvertes.
Je commence par la première qui a été vendue dans les trailers. On a affaire à un tueur en série dont j'ai plus le nom en tête, mais je l'avais cet après-midi, j'ai zappé. Bref, c'est un gars qui tue à coups de couteau certains mecs. Il s'appelle le juge, je crois. Et en fait, on est un des rescapés de sa tentative de meurtre. On sait pas pourquoi, mais on sait que notre personnage a un passé assez trouble, parce que c'est un truc qu'on va lui répéter très 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 souvent pendant l'histoire. Donc voilà, on se réveille, on sort d'un coma de 4 ou 5 jours, on a été opéré, on est vraiment dans le mal. On reprend petit à petit le boulot et le premier soir ou le deuxième soir, on prend une nana en taxi et il se trouve que c'est une inspectrice de police qui est en train d'enquêter sur ce meurtre sur cette série de meurtres très spécifiques. Et pour répondre à ta question, oui, ça a l'air cool sur le papier. Oui, pour l'instant. Ça l'est. Et en fait, elle va nous sortir notre ancien dossier en mode ok, moi je connais ton vrai nom, je sais ce que t'as fait avant, je sais avec qui on peut te confondre si on fait bien notre com. Donc voilà, en fait, tu vas travailler pour moi, grosso modo. Sinon, en fait, t'es dans la merde. Et en fait, là, on dit ok. T'as pas le choix, je pense. Mais encore une fois, il y a ce côté très très flou en fait. On sait pas ce que c'est. Tu vois, genre il y a un côté, t'as un nom qui résonne avec quelque chose, un attentat ou quelque chose, donc ça pourrait être toi si on fait attention, mais en fait on sait que c'est pas trop. On va faire un truc bizarre, mais bon, c'est jamais vraiment mis à jour, donc c'est pas très, très grave, mais ça donne un peu cette ambiance un peu noire, parisien, nuit, tu vois, c'est assez sympa dans l'idée. Et donc on va commencer à enquêter sur ce tueur en série. Alors comment se déroule l'enquête, grosso modo? Le jeu se déroule en 2 grosses phases. La phase la plus longue de jeu, c'est conduire le taxi. Alors on conduit pas vraiment le taxi, hein, c'est juste du clic pour dire je prends ce client et on sait où on va, puis voilà. Et en fait la nuit va se dérouler comme ça, on va prendre des clients, on va gagner leur argent et on va passer au client suivant et ainsi de suite. Et à chaque phase de route avec le client, il va voir ce qui se passe dans tous les taxis, c'est-à-dire on va commencer à discuter en fait. Et en fait, cette phase-là, elle est ultra particulière parce que c'est, je vais y revenir un peu plus tard. Donc, on fait cette phase-là, on gagne de l'argent. À la fin de la nuit, on voit combien on a gagné et combien les frais nous ont coûté pour le taxi, l'essence, le machin et tout, la licence, tout n'importe quoi. Donc, il y a un côté un peu paper please là-dessus. Ça, c'est amusant. Le seul enjeu par rapport à ça, c'est que si on tombe à 0, on est game over. D'accord. Ça m'est pas encore arrivé. J'ai fait une histoire et demie parce que j'ai fait commencer la deuxième enquête. Et d'après les tests que j'ai lus à côté, ça arrive rarement. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à ça en plus, donc bon, pourquoi pas. Et lorsqu'on arrive à la deuxième phase du jeu, on rentre chez nous, il est genre 4h du matin, et là on commence l'enquête. On a un certain nombre d'heures pour faire l'enquête avant de se coucher, parce qu'après on est naze, et puis on reprend on dort la journée, et on reprend l'enquête la nuit suivante. Et en fait l'enquête, c'est là où Bat blesse assez violemment sur le jeu, c'est qu'en fait il n'y a pas vraiment d'enquête. C'est-à-dire qu'on va récolter des indices et des dossiers, par exemple l'inspectrice dont je parlais juste avant, en fait elle va laisser les dossiers dans le taxi, on va rentrer chez nous le soir, on va les ouvrir, et en fait la seule chose qu'on ouvre c'est un dossier en cliquant dessus, et en fait il y a marqué ok vous avez étudié le dossier, mais en fait il n'y a pas de document. Ah non, mais il n'y a même pas un visuel. Non, t'as que dalle. T'as pas une lettre, t'as pas un dossier vraiment que tu lis. En fait le jeu l'analyse pour toi, et en fait après t'as un grand tableau en liège avec des victimes dessus et des indices ici et là, et le pire du pire, c'est que le jeu va directement relier ce qui est intéressant à chaque victime. C'est-à-dire que t'as même pas le plaisir de dire ah ça pourrait être lui. En fait, il y a marqué genre le tueur a utilisé une arme à feu, mais en fait il y a 2 victimes sur n'importe quoi, 3 ou 4 qui ont été tuées par les armes à feu, et en fait ça va relier directement au suspect qui pourrait utiliser une arme à feu. Lui c'est un ancien flic, lui il a une licence de port d'armes, machin et tout. Et en fait du coup tu fais que ça, en fait tu regardes, tu fais ok. Donc il y a quelques indices qui pop au fur et à mesure qui sont pas reliés, donc j'essaie tant bien que mal de les placer en disant ok, je sais pas, il y avait un truc genre on a retrouvé une douille sur un lieu de crime, ok, bah ça pourrait être l'ancien flic, ça pourrait être machin. Donc t'essayes de faire ta propre mind map en fait là-dessus, et ensuite une fois que t'as fait ça, tu passes à la nuit suivante où tu vas travailler, et donc tu vas récolter encore des indices en écoutant la radio, en achetant le journal, en discutant avec X, Y, Z. Et au fur et à mesure comme ça, les nuits suivantes se déroulent jusqu'à la 7e nuit où la flic revient en disant bah voilà, t'as trouvé le coupable, et tu réponds bah oui, parce que t'as pas le choix de toute façon. Tu dois l'avoir trouvé au 7e jour, parce que le jeu est très réglé là-dessus aussi. Et en fait, on va te demander de choisir parmi les 5 suspects, alors 4 parce qu'en fait on va t'en enlever un pendant la semaine, mais c'est pas très grave. Et on va te demander de choisir le suspect, et si t'as bon, bah le jeu continue, et si t'as pas bon, on dit ah bah non, c'était pas le bon, game over. Wow.
C'est un peu chaud, donc c'est un peu bizarre. Cette ambiance-là. Moi qui m'attendais à un truc vraiment, à lire des documents, à voir des photos, à analyser des situations et à me dire ok, ça pourrait être machin, ça pourrait être truc machin. Là non, on oublie. Oubliez. Si vous cherchez un jeu d'enquête, vous oubliez complètement. C'est vraiment pas le jeu d'enquête vendu sur le papier. Cependant, je vais pas rester sur une note très négative. Moi, sur une note sur 20, je mettrais un petit 13 sur 20 quand même. C'est pas... D'accord. Pour l'instant, dans les 7 points qui manquent là de ce que t'as dit. Mais... Ouais, clairement. Ouais. En fait, 80% du jeu, c'est de la narration pure et dure. C'est-à-dire que toute cette phase de client qu'on va prendre en taxi, qu'on va amener d'un point A à un point B, c'est 80% du jeu. Et c'est clairement le point fort du jeu. Les gars qui ont écrit ça savent écrire de la narration. Ils sont très très bons là-dessus. Et en fait, tu prends au jeu, en fait. Tu prends au jeu de conduire les mecs, de leur répondre d'une certaine façon ou d'une autre, amicalement ou pas, être un peu plus piquant avec les mecs qui sont un peu cons, comme ça. Donc là-dessus, t'as un vrai enjeu en fait, parce que ça peut débloquer des dialogues, ça peut t'amener d'autres indices, même s'ils servent pas à grand-chose, c'est pas grave. Mais dans l'idée, en fait, cette narration-là, elle est excellente, parce que c'est ultra touchant en fait. T'as des passages qui sont ultra touchants. T'as un couple de femmes gays qui essayent de trouver un donneur de sperme pour avoir un enfant, qui raconte toute leur soirée, comment ça s'est passé, quel mec était sympa, quel mec était un peu con, quel machin et tout. Donc t'as et en fait, quand tu les re-rencontres une deuxième fois, elles se souviennent de toi. Et en fait, tu vas avoir la suite de leur histoire, en fait. Et comment ça se déroule, est-ce qu'elles vont y arriver ou pas. Donc t'as ça aussi, tu peux rencontrer le mec, la nana qui veut juste faire un trajet, en fait. Elle monte dans le taxi, elle dit juste conduisez, en fait. Faites le tour du pâté maison, j'ai juste besoin de parler, en fait. Et en fait, elle te prend pour son psy, quoi. Et puis, tu vas avoir un peu de sa vie pendant 4-5 minutes et tu vas lui répondre du mieux que tu peux et elle te remercie à la fin. Et en fait, donc, t'as beaucoup d'histoires comme ça qui sont un peu touchantes. Je trouve ça vraiment cool. De ce que j'ai lu sur le net, apparemment, il y a beaucoup d'histoires vraies qui sont tirées d'histoires vraies, en tout cas, ou de vraies histoires de taxi que des mecs ont dû récolter ici et là. Et donc il y a ce côté un peu très cool là-dessus. Il y a ça part parfois un petit peu en surnaturel, donc c'est un peu bizarre. Genre parfois tu prends un chat en taxi, le chat te parle. Donc, je sais pas si c'est vrai ou pas, tu sais pas. Donc il y a le Père Noël aussi, il y a plein de trucs comme ça. Ça existe le Père Noël. Vas-y, tu peux. Oui, bien sûr. Ouais. On va pas te... C'est jamais. Hein. Oui, non, mais il y a aucun problème. D'accord. Mais vu ta date de naissance, bien sûr, il existe. Oui, voilà. Merci. Et donc du coup, on suit les histoires des gens comme ça, et en fait, plus on va, sur les 7 murs, on va en rencontrer d'autres, et voilà. Et en fait, il y a un grand tableau sur une des options du jeu qui nous permet de savoir qui on a rencontré, qui on n'a pas encore rencontré, est-ce qu'on a débloqué toutes les histoires et tout. Le gros bémol par rapport à ça, c'est que si on fait une autre enquête, le tableau se reset. Ah mais non. C'est que t'auras peut-être une mise à jour là-dessus, mais du coup. Mais mais tu peux sauvegarder quand même. Enfin, je veux dire, tu peux te garder une sauvegarde quelque part. Mais une fois que t'as fini l'enquête, en fait, en une enquête, tu peux pas vérifier tout le monde. Tu peux pas voir tout le monde, c'est impossible. Donc t'es obligé de refaire la même enquête ou une autre enquête. Mais tu sais pas. Mais tu vas si tu veux savoir la fin d'un client qui se passe en 3 ou 4 parties, tu vas te retaper les 2 premières quoi qu'il arrive. Et t'es pas sûr d'avoir la fin parce que c'est aléatoire en fait les prises de commande. Donc je suis très mi-figue mes raisins sur ce jeu en fait, parce que l'ambiance elle est à 100%. Vraiment, la musique est affolante. L'ambiance du taxi, les regards, le design, la façon dont les dialogues sont écrits, les didascalies qui donnent vraiment l'ambiance complète à l'intérieur d'une voiture. La façon d'écouter la radio, il y a plein de trucs qui sont ouf en fait. Les mecs ils ont fait un taf de malade là-dessus et vraiment putain, moi je suis dedans en fait quand j'ai lisé les histoires. Tu sais c'est pas le genre de truc où t'as envie de cliquer pour finir OK, c'est bon, donne-moi ton indice, c'est vraiment putain, tu te laisses prendre bêtement au jeu et sur l'histoire du mec, c'est vraiment cool. Et quand t'arrives à l'enquête, putain les gars, y a rien quoi. Ouais. T'as envie de passer l'enquête pour aller retourner Ouais, mais presque en fait en vrai l'enquête elle dure 5 minutes, tu fais OK, clac, c'est bon, j'ai fini ma soirée, c'est bon, je passe à la suite et en fait vraiment voilà, le gros du jeu c'est les taxis, c'est les clients. Ah, après toi t'as l'habitude des grosses enquêtes. Et non mais là t'en as pas, non vraiment t'en as pas. Des trucs tout fumants. Zéro truc en fait. À la fin c'est vraiment c'est presque logique à la fin, tu regardes le truc, mais c'est peut-être que lui en fait, les gars. Ok, y a pas d'autres suspects. Mais justement, est-ce qu'ils ont pas voulu axer toute la partie dialogue où justement t'as des interactions avec les différents passagers, les clients, en fonction de ce que tu leur réponds, si tu les envoies chez, Si, complètement. Est-ce que justement, ces discussions sont juste directement résumées dans la partie enquête
pour Alors, éviter de te faire chier avec cette partie-là? C'est une très bonne question. La réponse est non. Le problème, c'est que quand tu vas avoir une discussion qui n'a rien à voir avec l'enquête, elle va être dialoguée complète. C'est-à-dire, tu vas vraiment avoir des échanges. T'as un prêtre, à un moment, t'as tout un échange avec lui. En plus, le chauffeur de taxi, il est musulman. Donc ça donne un biais assez intéressant justement sur ce genre d'échange et sur plein de trucs en fait. Et donc quand ça a une tranche de vie en fait, t'as tout le dialogue qui est là. Mais quand ça vient à l'enquête, quand tu prends un client qui veut parler de vous avez entendu parler du tueur en série et tout, et tu fais oui, et en fait le dialogue s'arrête, il y a marqué vous avez un nouvel indice. Ah, c'est dommage. T'as même pas le dialogue D'accord. qui va avec, tu vois. Donc en fait je sais pas ce qu'ils ont merdé là-dessus. Est-ce que c'est un... Je sais pas, parce que vraiment, le jeu, pour moi, il était... Alors, j'ai peut-être mal lu la plaquette commerciale, je sais pas, mais pour moi, le jeu était vraiment vendu en mode enquête sur un tueur en série dans Paris, en fait, tu vois. Genre, t'es un chauffeur de taxi, tu vas vraiment... En fait, je voyais un truc vraiment cool. Et en fait, toute cette partie-là, elle est complètement zappée, quoi. Elle fait même pas 10% du jeu. Et enfin, les 20% en grand max. Et c'est dommage, parce que les mecs, s'ils avaient taffé aussi bien les énigmes et l'enquête, en plus de leur narration lambda, dialogue client, putain, mais t'avais vraiment un truc de ouf à faire, quoi. Et je sais pas si... Je sais pas, peut-être que ça viendra avec d'autres mises à jour, peut-être qu'ils veulent développer ça plus tard, peut-être que je pense pas, parce que c'est comme un petit studio, c'est pas énorme ce qu'ils font d'habitude. Ils ont peut-être dû rusher ou manque de budget, ce genre de choses. Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ça vaut, enfin, je pense que c'était même pas à l'envie de faire un vrai jeu d'enquête, en fait, parce que ça demande peut-être plus de taf, parce que ça demande, en fait, de bien découper tes infos, de faire attention à ce que la bonne info tombe au bon moment, sur un jeu qui dure, enfin, sur une enquête qui dure 7 jours, ensuite. Donc, t'as plein de trucs comme ça, en fait, qui sont, à mon sens, plus délicates à monter que faire juste un jeu narratif, mais finalement, c'est qu'un gros jeu narratif avec une sous-méta de dépenses de taxi. Je sais même pas ce que ça fout là en vrai, parce que parfois ça stresse en fin de semaine, ça stresse un peu plus, que tu vois que tu perds de l'argent chaque jour en fait, que tu gagnes pas assez, ce qui est encore plus déprimant, parce que tu te dis ok, s'il est vraiment un taxi parisien, c'est comme ça, c'est chaud quoi. Ouais. Mais je sais pas, il y a cette méta qui est un peu nulle, mais honnêtement, rien que pour la narration, et c'est dommage que tu puisses pas faire plusieurs enquêtes pour revoir les gens et continuer leur narration et que ça reprenne à zéro à chaque fois, parce que les narrations sont ultra cool quoi. Vraiment, enfin, le jeu, pour moi, il est sauvé là-dessus, parce que j'ai fini l'enquête, j'étais en mode putain, mais c'est nul en fait, le côté enquête, mais juste l'ambiance du taxi, ok, moi, je relance la deuxième quoi. Vas-y, je lance la deuxième, j'ai envie de voir ce qui se passe quand je rencontre d'autres personnes. Donc, quand même, le jeu est très bon pour moi, enfin très bon, il est bon, il vaut quand même le temps d'y jouer, parce que en vrai, ça va vous prendre 4 ou 5 heures par enquête. Mais voilà quoi, je suis un peu merde les gars, fallait pas vendre ça sur un polar parisien quoi, c'est pas vraiment un polar parisien à mon sens. Et est-ce que tu peux choisir tes courses, les clients que tu vas... Ouais, complètement. En fait, t'as une grande map de Paris, une carte de Paris en fait, et tu vois les gens qui pop autour de toi, et tu sélectionnes qui tu vas aller prendre. D'accord. Et si les gens autour de toi t'intéressent pas, en fait, tu peux fumer une cigarette, écouter la radio, lire un journal. Et en fait, ça va popper d'autres personnes. Et comme ça, si tu peux essayer de choisir un peu les gens. Le problème, c'est que ton temps, il est vachement limité aussi. Hein, parce que t'as une jauge de temps qui diminue au fur et à mesure. Donc t'as ça aussi. Après, j'ai eu quelques bugs de jeu qui m'ont un peu saoulé, qui m'ont forcé à relancer la partie et à perdre pas mal de temps de sauvegarde. Mais bon, ça, c'est du détail, je pense. D'accord, mais du coup, tu as plus tendance à aller chercher des clients le plus possible, ne serait-ce que pour avoir la narration, mais tu pourrais faire le choix de prendre spécifiquement des profils. Enfin, je sais pas si t'as accès aux profils avant de les embarquer. Ou... Tu vois la gueule des mecs, tu vois pas exactement, tu vois où ils veulent aller, tu vois pas exactement qui c'est. Après, tu les reconnais. Tu vois un peu les gens que t'as déjà vus, tu reconnais leur profil, tu vois un peu si c'est un con, s'il va t'intéresser ou s'il va t'apporter une info, quoi. Mais en vrai, encore une fois, l'info, tu t'en fous, quoi. Après, ça a l'air, assez ouvert de ce que tu dis, parce que tu disais un couple de lesbiennes, tu disais aussi qu'il est musulman et qu'il discute avec un curé. Il y a pas mal de... Les histoires, enfin, c'est là où le cœur du jeu il est, quoi. C'est que t'as énormément de trucs. Même le dialogue de fin avec le tueur. Ouais. Parce que tu vas le prendre en taxi pour l'amener au commissariat, grosso modo. Il est ouf. Il est ultra bien écrit, je trouve. Okay. Après, il y a 2-3 incohérences par rapport à ce que t'as fait dans la semaine, pas très grave. Mais, je sais pas, il y a une profondeur dans les dialogues en fait. Je sens que les mecs ce sont des scénaristes, des écrivains quoi. Genre il y a un truc, ils ont vraiment taffé là-dessus et c'est cool. Mais moi j'attendais en plus autre chose quoi. Vraiment tu me donnais de l'enquête en plus, là, pour moi c'était un putain de bon jeu de l'année quoi. Là il manque un truc parce que tout est bon, l'ambiance, c'est un jeu en noir et blanc complet. La musique elle est vraiment polar.
je sais pas, même l'intro, enfin la page d'intro avec Martin Nichol, tu sais, t'as les quais de Seine avec la Tour Eiffel en fond et tout. Dès que tu cliques OK, t'as la voiture qui démarre. T'as un côté vraiment vraiment cool, quoi, tu vois. Ça blesse un peu sur le côté enquête, quoi, c'est tout. Quetrus, est-ce que ça t'a donné envie de te lancer dans l'aventure du taxi parisien? Bah, le côté narratif, ouais, ça me tente bien, quoi. Carrément. Après, il a combien? Il a 20 balles, c'est ça? Ouais, il doit être à 15 balles, je pense. C'est ça, c'est 20, ouais. Ouais, pourquoi pas. Mais bon, après, tout ce que tu dis sur le côté enquête... Faut pas s'attendre à un jeu d'enquête, faut Ouais. s'attendre à un jeu de narratif, quoi, et puis c'est tout. Mais voilà, quoi. Ok. Il est pas très bien noté ça, sur les sites, donc ça me fait un peu mal au Ouais, cœur. j'ai vu, il est en variable sur Steam, avec Ouais. 58 notes, c'est pas fou, Ouais, quoi. c'est pas bon signe. Et je pense qu'ils ont la com, elle était vraiment biaisée, quoi. Enfin, moi, quand je lisais un jeu d'enquête et je m'attendais vraiment à faire de l'enquête en plus. C'est ça. Et je pense que là, tout le monde a fait, what, les gars, en fait, y a rien. C'est chaud. Ok. Donc c'est plus une histoire narrative avec un soupçon d'enquête. Ouais, avec un fond d'enquête, ouais. Ok. Bon, c'est comme ça qu'il faut le prendre en tout cas pour peut-être mieux l'apprécier. Dernière question peut-être au niveau des enquêtes. Tu t'es arrêté à la 2e actuellement. Ouais. Tu y en as combien en tout? Il y en a 3. D'accord. Il y a un mode défi. Je sais pas ce que c'est exactement. Genre peut-être un temps limite avec l'argent limité. J'ai pas regardé. Ça m'intéresse pas des masses, je veux dire. Ok. Mais t'as 3 enquêtes. T'as celle du tueur. Je crois que ça s'appelle le juge. Je crois que le deuxième c'est le marchand de sable que je suis en train de faire. Un truc comme ça. Ok. Voilà. Eh bien, merci Zéphiriel. Donc c'était le jeu vidéo Nightcall qui est déjà dispo sur PC pour l'instant, donc sur Steam, et il coûte 20€. Au même titre qu'a pu faire Riyad Satouf avec l'Arabe du futur, Quetrus va nous raconter une autre histoire qui passe par la Syrie. Quetrus, qu'est-ce que l'Odyssée d'Hakim et pourquoi tu as voulu nous en parler aujourd'hui? Donc oui, l'Odyssée d'Hakim, donc sorti chez Delcourt dans la collection Ancrage de Fabien Toulmé. C'est l'histoire d'un réfugié syrien en fait qui vit en France actuellement. Et Fabien Toulmé en fait a décidé de l'interviewer, de passer des entretiens avec lui, avec un traducteur parce qu'il parle pas du tout français, et d'écrire son histoire en fait. Il explique d'ailleurs au début de la BD que ça lui est venu cette idée par hasard en regardant en fait les infos au moment où il y avait la catastrophe avec Germanwings. Vous vous rappelez le pilote qui s'est suicidé avec un avion qui s'est écrasé dans les Alpes. Et il a fait 150 morts, tout ça, et ça a fait un tollé. Enfin, il y a eu beaucoup d'échos médiatiques en tout cas là-dessus, et il raconte que voilà, ils en parlent beaucoup pendant longtemps pendant le journal télévisé, et qu'à la fin le présentateur dit et il y a eu encore un naufrage de réfugiés, alors pas forcément syriens, ça peut être érythréen, ce genre de choses, et il y a eu 400 morts et c'est fini quoi. Et en fait cette mise en perspective alors on calcule pas l'importance, il le dit il y a pas 400 morts, 150 de l'autre, etc. Mais en fait il trouvait que c'était banalisé, que on en parlait beaucoup moins, et même lui en fait se sentait moins proche de ces gens qui sont morts en Méditerranée que ces gens qui sont morts dans l'avion, parce qu'en fait tout de suite il s'est imaginé être dans l'avion avec sa famille et mourir. Du coup ça a eu un fort écho en lui, cette catastrophe de la Germanwings, et à côté il se dit merde, du coup il y a 400 personnes qui meurent, et il y en a eu beaucoup. On se rappelle de la photo du jeune enfant là sur la plage par exemple, qui avait pas mal choqué, et il s'est dit j'aimerais bien savoir qui sont ces gens. Parce que qui est un migrant, parce qu'il dit les migrants, il y en a plein de différents, de nationalités différentes. Donc en fait, il a contacté des amis, une amie journaliste l'a mise en relation avec Hakim. Alors c'est pas son vrai nom parce qu'il veut pas être reconnu, parce qu'il sait jamais quoi. Parce que le régime syrien est toujours un peu chaud. Mm-hmm. Et donc voilà, il a été prendre contact avec lui, avec plusieurs traducteurs, et il a commencé à raconter son épopée. Alors j'ai lu qu'il y a le tome 2 qui est sorti en juin, le premier était sorti, si je me trompe pas, en avril 2018 peut-être. J'ai plutôt vu août, mais en tout cas... Août, ouais, non, avril 2019, c'est la seconde édition du premier. D'accord. Parce qu'en fait on me l'a offert en août et j'ai vraiment beaucoup adoré, et j'ai pas encore eu le temps d'acheter le deuxième tome. Et donc on va suivre en fait le périple de ce réfugié, même si dans le tome 1 en fait au début c'est pas il a un peu d'exil, c'est-à-dire qu'au début il raconte sa vie avant les événements, donc en 2011, pour rappeler rapidement en fait la crise syrienne. Il y a eu des manifestations après le printemps arabe en fait. Les gens s'en sont inspirés et sont sortis dans la rue pour manifester en criant liberté, liberté, etc. Et la police les a fortement réprimés.
Et même les deuxièmes jours de manifestation, la police syrienne a commencé à tirer sur les civils à balles réelles. Et ça, voilà, ça a provoqué une petite révolution. Et après, il y a eu plusieurs choses. Le conflit des militaires syriens se sont mis du côté des rebelles, entre guillemets. Et après, c'est un peu le bordel parce que d'un côté, il y a eu l'armée kurde, de l'autre côté, il y a eu Daesh qui s'en est mêlé, voilà, etc. Et puis, c'est devenu une grosse crise internationale. Ça, c'est la grande histoire. Et en fait, là, on s'intéresse plutôt à la petite histoire, donc de Hakim, et comment cette crise, d'abord, a perturbé son quotidien, sa famille, son travail, son désir de se marier, d'avoir des enfants, etc. On apprend aussi comment se passait en fait le régime de Bachar el-Assad, comment c'était réprimé. Et voilà, moi j'ai appris plein de trucs là-dedans. Ils avaient une police un peu secrète, tu vois, un peu comme le KGB, ce genre de choses. Les gens peuvent pas parler politique. T'as qu'un seul parti, t'es obligé de voter pour lui aux élections, etc. Les trucs qu'on s'imagine un peu, mais en fait le fait de rentrer dans leur quotidien, en fait on casse aussi des clichés qu'on a, parce que c'est même si moi je m'y intéresse, j'ai des clichés, on sait pas comment vivent les Syriens, on sait pas comment vivent les Libanais, etc. En tout cas le Moyen-Orient. Et du coup c'est pas mal parce que c'est une histoire normale qui aurait pu arriver à n'importe qui d'entre nous, c'est-à-dire qu'on peut très bien nous arriver à un moment donné où il va y avoir la guerre chez nous, et bah comment on réagit quoi. Et ça nous pose des questions, ça nous fait réfléchir. Je sais pas, je pense que vous avez déjà tous entendu que ce soit aux infos autour de vous, des gens un peu bas d'esprit qui disent oui mais ces réfugiés, pourquoi c'est la guerre, mais pourquoi ils se battent pas pour leur pays comme tout le monde et machin. Ouais, sauf que c'est une guerre civile. Ouais. Et comme il le dit dans le bouquin et comme le dit Hakim le réfugié, c'est que moi je veux pas aller combattre parce que j'ai pas envie de tirer sur un mec que je connais dans mon quartier ou un concitoyen. Donc en fait la plupart des gens ont refusé de se battre pour des raisons assez évidentes aussi, pour protéger aussi leur famille. Et ont décidé de se débrouiller. Alors, on apprend qu'il a été incarcéré pour des mauvaises raisons et se fait accuser à tort d'être un révolutionnaire dans des conditions assez inhumaines. Et voilà, donc ça c'est tout le début en Syrie. Et après, en fait, il part, ses familles lui disent écoute, t'as plus d'argent parce qu'il s'est fait réquisitionner sa pépinière, il était pépiniériste. Voilà, il faut que tu t'en ailles et que t'ailles essayer de trouver du boulot. Alors d'abord au Liban, puis après il va aller en Turquie, etc., etc. Ouais, je vais pas tout raconter, je vais pas spoiler. Le premier tome, ça s'arrête en Turquie et j'ai très envie de savoir ce qui se passe ensuite et comment il en arrive à se retrouver en France, en fait, dans un petit village du sud de la France avec sa femme et ses 2 enfants. Et voilà, donc c'est une BD que je conseille fortement. Qu'on s'intéresse ou non de toute façon au problème des réfugiés, mais je pense que c'est un problème important, le problème des migrants. Mais surtout, en fait, c'est une aventure humaine, comme on peut le retrouver. T'as cité l'Arabe du futur. L'Arabe du futur, qui est un peu différent, qui est beaucoup plus humoristique, l'Arabe du futur. Oui. Alors, l'Odyssée d'Hakim, c'est drôle aussi, parce que en fait, Hakim, il est assez drôle, ce mec. Il a beaucoup de retours sur lui, beaucoup de recul, pardon, et beaucoup d'autodérision, etc. Donc, c'est vachement bien. C'est très humanisant, surtout. Et voilà, ou comme Pyongyang, ou comme ce genre de BD un peu humaine, un peu sociale, quoi. Et voilà, c'est pour ça que je voulais en parler, parce que je pense que c'est un sujet d'actualité qu'on n'a pas assez discuté, nous, dans nos sociétés, et que voilà, il faut un peu se réapproprier, je vais pas dire le problème, parce que pour moi c'est pas un problème, tous ces gens-là, c'est plus un état de fait et qu'il faut le considérer, quoi. C'est des gens un peu comme nous, quoi. Tout à fait. Et du coup, tu dis que le tome 2 est sorti, et je viens de voir au dos du livre qu'il y en avait un 3e, en fait. Enfin, ça, c'est une trilogie. Oui, c'est une trilogie, pardon, je l'ai pas dit, mais le 3e n'est pas encore sorti. D'accord. Il sort bientôt, tu sais? Non, je pense qu'il sortira plutôt 2020. Parce que c'est quand même un gros bouquin, c'est des bouquins qui font plus de à peu près 300 pages. Faut qu'il ait quand même le temps de les dessiner, de retranscrire les entrevues. Ouais, c'est comme l'Arabe du futur qui lui est en 6 tomes et on est au 4 actuellement, donc c'est très lent, c'est dommage des histoires comme ça où t'as envie justement de voir la suite et c'est les voyages, des périples en fait qui sont qui avancent doucement, tu vois les choses avancer et tu te dis j'ai trop envie de savoir ce qui se passe après et je pense que je l'ai pas encore lu celui-ci mais j'ai envie, ça me donne envie en tout cas. Et je pense que ça va être le même entre guillemets problème de savoir comment ça avance, pourquoi il passe par là, enfin. Ouais. Et puis ça nous fait aborder en fait des cultures dont on n'a pas l'habitude d'apprendre des choses en fait parce qu'on est abreuvé en fait surtout de culture américaine, tu vois, même si maintenant Netflix t'arrives à avoir plein de choses mais surtout on a surtout des histoires européennes et très occidentales et en fait tout ce qui est Moyen-Orient tu vois, même le Japon ou la Chine, on entend beaucoup plus parler que tout ce qui est moyen-oriental ou africain. Donc
c'est bien d'avoir ces BD parce que c'est très bien écrit, parce que c'est digeste. On pourrait très bien le faire en fait en lisant des bouquins et ce genre de choses, hein, il faut le faire aussi. Mais là, voilà, c'est peut-être plus facile d'aborder ce genre de problème et d'avoir ce genre de récit sous ce format. Zef, est-ce que tu connaissais? Non, pas du tout. Et en fait, ça me donne très envie de le lire, mais parce que ça me fait penser à plusieurs trucs que je lis ou que j'ai, enfin, des jeux, des trucs comme ça. Donc, tu connais forcément. Enterre-moi mon amour, tu penses à ça? Par exemple. Ouais. J'ai pensé aussi en voyant. Et en fait, j'ai peur de ce genre de bouquin parce que c'est le genre de truc dont j'ai du mal à me remettre derrière. Donc. Mais ce qui est bien justement, c'est que ça arrive. Oui, c'est que ça touche généralement. Ouais. Et ouais. Non, vas-y. Ah, mais c'était quand même moins impliqué dans Enterre-moi mon amour. Où là, Enterre-moi mon amour, t'étais vraiment t'as l'impression d'être le copain de la. Oui, bien sûr. Donc c'est ultra très compliqué d'en sortir. Là, il y a des moments où pareil, il y a des moments où t'es très en colère. Pour l'instant, ça va, quoi. Le premier tome, il est assez soft. Mais j'ai peur de ce qui arrive après, quoi. Ouais, mais après, on en avait parlé déjà d'Enterrement mon amour, mais t'es beaucoup plus acteur de ce Oui, bien sûr. Donc, et c'est juste que ça touche des situations qui sont ultra graves, en fait, bien sûr. Et que parfois, volontairement ou pas, t'as envie de te voiler la face dessus en disant, ok, je vis ma vie pour pas trop, mais ce qui est pas très bien non plus. Mais voilà, quoi. Ouais. Mais, ça me fait penser, je vais hacker le truc, je suis désolé, parce que ça me fait penser à deux trucs, en fait, que j'ai vu et entendu il y a pas longtemps. Et donc, du coup, j'en profite pour conseiller. Il y a un podcast qui s'appelle Magma. Ah oui, c'est vrai. Et qui est excellent et tous les épisodes sont assez ouf. Et c'est une nana qui va rencontrer des gens qui font qui ont des tranches de vie assez folles. Et en fait, il y en a un qui est sur le sauvetage de l'Aquarius. Okay. Et en fait, elle rencontre un officier pas un officier, mais un gars de la marine en fait qui a participé à ça et qui fait ça en fait tous les jours. Et en fait, il raconte son expérience et voilà, j'étais en train de faire mes courses en même temps et j'avais des larmes aux yeux, j'étais vraiment pas bien en écoutant le truc, les trucs sont assez forts en fait, les histoires sont assez fortes. Et il y a un YouTuber qui s'appelle Cyrus North, je sais pas si vous connaissez. Non. C'est un gars qui est un peu philosophe sur les bords et en fait, il a fait une vidéo avec Brut où il est parti en Syrie pour faire une vidéo avec eux et en fait, il a fait un side project à côté où il disait il voulait la vidéo elle dure quoi 15-20 minutes environ et en fait, il profite de ça en fait pour rencontrer donc des réfugiés et ils souhaitent en fait à chaque fois écouter leur histoire et leur demander en fait sur une échelle de 1 à 10 à combien vous estimez que vous êtes heureux aujourd'hui. Et en fait, son projet, il paraît bizarre quand dit comme ça, mais en fait, tu prends des claques de ouf dans les histoires, c'est ultra violent. Genre, la première histoire, il la prend et il sort, il est en chiale, quoi, il en peut plus. Et en fait, tu te rends compte en fait de plein de choses sur la façon dont tu reperçois ton propre bonheur par rapport aux choses et tout. Donc c'est assez intéressant. Donc voilà, je vous conseille largement d'écouter ça aussi, de regarder ça. Voilà. Et ce qui tombe bien, c'est parce que Magma et cette vidéo sont dans la description du podcast, c'est incroyable. Donc, n'hésitez pas à aller voir après l'écoute. Et du coup, est-ce que cet auteur, il a fait d'autres choses en dehors de ça? Alors par contre, j'ai pas lu les autres choses qu'il a fait. Il a sorti, alors toujours chez Delcourt, il a sorti, mais je sais pas de quoi ça parle, moi je peux dire les titres, hein, mais Ce n'est pas toi que j'attendais en 2014, Les deux vies de Baudouin, et Vénénum, la grande histoire du poison, voilà. Okay. Il a pas eu beaucoup de prix encore, et pour l'Odyssée d'Hakim, il a eu un prix, mais c'est le prix Région Centre Val-de-Loire, du festival BD Boom. Voilà, c'est déjà pas mal. Il a été nominé quand même au prix France Info en 2019. Nommé, pardon, c'est vrai. Du coup, pardon, j'ai pas entendu. À quel prix il a été nommé? France Info. D'accord. Bon. Et du coup, ce qui est très cool, c'est qu'en préparant ce podcast, je me suis rendu compte qu'il était disponible sur Isneo, parce que je lis de plus en plus en dématérialisé. Donc je vais me faire un plaisir de le lire et d'ajouter à ma liste en tout cas de choses à lire. Ok, des choses à ajouter peut-être sur le bouquin ou pas. Moi je trouve ça très joli en tout cas. J'aime bien. Tu as fini ça ou pas? Ouais, je te le prête. Ouais. Ah, c'est la dernière question. Des choses à dire, non, lisez-le, c'est pas mal. Et puis ça donne aussi à réfléchir sur sa propre condition, comme disait Zef, et sa société aussi, sa politique, etc. Ouais, complètement. Ouais. Ah, je sens que tu veux. Non, la politique en ce moment. En fait, je suis pas politicien à la base, très peu, très peu. Et en ce moment, je fréquente pas mal de personnes qui le sont beaucoup. Et en fait, ça me donne des frissons dans le dos en fait de peur sur certains trucs et de mal à l'aise en mode ok, dans quel pays on vit aujourd'hui. Voilà, je vais pas politiser l'émission. Donc voilà. Ouais. Okay. Non, moi, tu me l'as tout le temps refusé de parler politique alors. On le fera pas. Je suis un peu. Mince, si j'avais un truc. Et ça va revenir puisque... Si, oui, parce que non, mais en plus, il y a de plus en plus de choses sur les migrants en fait qui sortent. En bouquin, en article, en vidéo, comme le disait Zef, etc. Il y a même eu un GN, en fait, il y a pas longtemps,
où tu jouais des migrants. Alors c'était pas des migrants syriens, donc c'était Quota, vraiment quota, ouais. C'était une utopie, mais enfin une uchronie plutôt. Dystopie. Une dystopie, merci. Voilà, donc en fait c'est bien et je pense qu'on s'en est pas assez, on s'y a pas assez intéressé en France, je pense, alors qu'on est le pays des droits de l'homme. Alors, juste pour défendre le GN, parce que dit comme ça paraît très malsain. Non, alors je parlais pas du GN du tout. Non, mais parce que tu parles du GN comme ça, et en Ouais. fait, l'idée de jouer des migrants dans un jeu, c'est peut-être un bizarre indiment dit, je trouve. Je l'ai bizarrement entendu en tout cas. Ouais, voilà. Ouais. Et en fait, je sais que la première fois quand j'ai entendu parler du jeu, je l'ai pas fait, parce que moi, ça m'intéressait pas. Et en fait, quand j'ai entendu parler du jeu après, je me suis dit, putain, j'aurais bien voulu le jouer, en Ouais. vrai. Et effectivement, quand on me l'a présenté, je fais, le côté de vouloir se mettre dans une situation, dans d'un jeu, entre guillemets jeu, parce que c'est pas du ludique en tant que tel, pour connaître la société, enfin le traitement des migrants aujourd'hui, ça paraissait bizarre. Et en fait, c'est un jeu qui était organisé donc par un gars qu'on connaît, et était organisé en accord et avec Médecins sans frontières, Exactement, ouais. pour essayer de faire justement ressortir la vérité par rapport à ce genre de camp et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Et il y a des mecs qui ont été interviewés après derrière pour mettre en avant justement ce qu'ils ressentaient et comment c'était inhumain dans plein de cas. Donc c'est pas un jeu dans le sens ludique du terme, c'est plus une expérience pour faire montrer aux gens que attention, ça existe vraiment en vrai, et donc Ouais. il faut vous réveiller par rapport à ça et ouvrir un peu plus les yeux. Voilà, désolé, c'était pas Non, pour, mais t'as raison de préciser parce que moi je pense pas du tout à ça. En fait. oui, voilà, Je ouais. suis- Quand on parle de jeu GN dans Oui, certains oui, oui. contextes, ça paraît peut-être un peu bizarre, c'est plus une expérience de jeu T'as eu raison. qu'un jeu genre on se marre pas en se disant on se moque des gens. Oui, pas c'est du tout ça, le cas. exactement. Ouais. Et loin de là, il y en a qui sortent assez mal de ce genre de jeu. Bon, tu as bien fait de préciser. En tout cas, merci Cotrus donc, de nous avoir parlé de l'Odyssée d'Hakim, tome 1, mais donc il y en a déjà 2 et bientôt 3, de Fabien Toulmé. Et c'est déjà disponible, donc soit en physique autour de 25 €, soit, comme je disais tout à l'heure, en dématérialisé, donc sur Isneo, autour d'une quinzaine d'euros, je crois. Et du coup, vu qu'on est que 3, j'ai décidé de faire une petite chronique, donc j'ai pas d'intro à ma propre chronique, mais je vais vous parler de la Gamescom, puisque ça a eu lieu le mois dernier, au mois d'août, à Cologne, comme tous les ans maintenant depuis 11 ans, enfin 10 ans parce que c'est la 11e édition. Et c'est la 7e fois que j'y vais, et c'est mon salon de jeux vidéo préféré. Pourquoi ? Parce que déjà c'est pas loin, donc ça coûte pas forcément très cher. On connaît tous, si on aime les jeux vidéo, l'E3, E3, E-Cube, on l'appelle comme on veut, qui a lieu à Los Angeles au mois de juin, qui est d'un point de vue calendaire plus pratique pour les grandes annonces de nouvelles consoles, de nouvelles sorties, etc. Et la Gamescom est toujours un peu mis en retrait par rapport à ça, alors que pourtant c'est un salon que je trouve vraiment chouette. Pourquoi ? C'est 300 000 m2 d'exposition, une dizaine de halls, c'est de plus en plus grand chaque année, c'est hyper bien organisé, et une des raisons pour lesquelles j'aime, et malheureusement c'est pas ouvert au public, c'est qu'il y a 3-4 halls qui sont réservés à la presse, aux influenceurs, etc., aux gens qui ont la chance de pouvoir prendre des rendez-vous facilement pour voir plein de petits jeux, plein de petites pépites. Donc j'adore ce salon, j'y vais vraiment avec plaisir, je croise tous les gens avec lesquels j'ai l'occasion d'échanger. Bon, je fais de l'autopromo, mais voilà, par rapport à mon blog John Couscous, tout ça. Et c'est vrai que c'est chouette, enfin c'est vrai, j'adore me balader dans les allées, de croiser tout le temps des gens par hasard et dire je suis un peu pressé, j'ai un rendez-vous, mais on se revoit après. Zef sourit parce qu'il a déjà eu l'occasion de le faire, on l'a fait ensemble, donc c'était très cool. Et je voulais parler de choses un peu plus personnelles que j'ai vécues sur le salon, donc évidemment, toujours en accordant avec les jeux. Je vais vous parler de 3 jeux, autour de 3 anecdotes assez perso. La première, elle est un peu négative, c'est pour parler du jeu Resort, qui est un jeu de walking simulator, qui se joue en vue du dessus, un petit personnage en 3D. Et là, j'ai eu alors c'est une histoire qui est assez récurrente, j'ai envie de dire, mais j'ai eu un malaise avec ce jeu, c'est que sur le papier, on me dit walking simulator, j'aime bien tout ce qui est narratif, et, ambiance, esprit un peu à la Firewatch, je dis ok, sympa, et c'était nul à chier, et en fait, je m'en suis rendu compte très rapidement, en fait, la caméra elle est injouable, on est dans une espèce de maison dans les bois un peu triangulaires, on voit pas où on est, on tourne l'écran, on fait ah ouais, donc les murs se sont transformés en d'autres murs, enfin on voit qu'on comprend l'espace 3D, mais enfin c'est pas du tout intuitif, j'ai galéré à cliquer pour sortir de la maison, enfin plein de trucs comme ça qui m'ont fait mal, et j'avais le mec à côté de moi et je dis j'étais pas à l'aise en fait, je voulais lâcher la manette et j'avais par respect, où le mec il a, enfin c'est pas un petit studio, je sais plus combien ils sont, mais bref, tu dis tous ces gens qui ont consacré 2-3 ans de leur vie à un jeu comme ça, qui est pas terminé certes, je me dis putain, j'ose pas lui dire que j'ai plus envie de jouer parce que c'est nul quoi, je me fais chier, je perds mon temps, enfin il y a tellement de jeux qui méritent d'être vus à la place de celui-là. Donc désolé, c'est pas le jeu à retenir, mais en fait c'est des expériences comme ça qu'on vit malheureusement où Mais le jeu il était en alpha ou il était quoi? Je pense qu'il est en bêta, mais enfin il est en dev quoi, donc je veux pas répondre, Ok. je veux pas trop le descendre parce que enfin j'ai juste pas aimé et pour l'instant j'ai pas envie d'en voir plus, mais
attendre de voir le jeu terminé, quoi. Et tu fais comment dans ces cas-là? Tu dis quoi? Et bah, je fais le choix d'être poli, de poser un peu moins de questions que j'imaginais, et de partir, et je sais que je serai à l'heure à mon prochain rendez-vous, parce que je vais pas m'éterniser, quoi. Donc, c'est malheureusement, Mais les autres personnes avec qui tu étais, bah, j'étais seul, en fait. Donc, c'est merde. pas le truc où tu renvoies la balle à un autre. Donc, c'est chaud. tu joues, t'as le casque, et, en plus, il y avait pas les musiques et tout, donc il y a rien qui te met dans l'ambiance. Enfin, c'est une voilà. pré-bêta, Donc, on va dire. Ça, c'est l'histoire la moins rigolote que j'avais racontée, mais c'est des choses qui arrivent malheureusement souvent où tu testes un truc et le mec il fait alors t'en as pensé quoi, et soit t'es réaliste et critique et tu l'aides pour la suite, et ce que j'essaie de faire un minimum, mais sans manquer de respect, je dis pas c'est une purge ton truc, enfin voilà, mais soit tu caches la vérité pour pas te faire chier, mais je trouve un peu dommage aussi. Donc voilà, il y a plein de jeux vidéo, il y a plein de bons jeux vidéo, et il y a aussi des jeux qui sont moins bien que les autres. Donc j'espère que celui-ci arrivera à faire quelque chose de mieux. Et je vais rebondir avec 2 trucs positifs. Un autre jeu que j'ai découvert qui s'appelle Pile Up en français. En fait, on s'empile avec des cartons. C'est un jeu de alors non, j'aurais dû l'introduire différemment. C'est un jeu de coopération dans lequel chaque personnage donc ça se joue jusqu'à 4, mais on peut même jouer en solo. On incarne un petit carton et on peut être amené à résoudre des énigmes, des puzzles. Alors parfois en s'empilant les uns les autres, parfois en appuyant sur des boutons simultanés, etc. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté tu joues tout seul, t'as un pote qui arrive chez toi, et, ah tu veux jouer à ce jeu-là, paf, il se plug dans le jeu, ton level design est adapté au deuxième joueur, donc là où t'avais un bouton pour ouvrir une porte, bah t'en as 2, faut synchro. Pareil, il s'en va, ah je dois partir au boulot, hop, tu repasses en solo, au contraire t'es à 4, donc ça c'est le côté pratique, tu peux jouer, avancer n'importe quand. Ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que les différentes phases de jeu sont entrecoupées. Donc, ils parlent du concept overcooked, c'est cool, tu joues, mais tu peux te taper sur la gueule. Bah là, en fait, ils coupent leur partie puzzle par des trucs de petits combats, des choses un peu plus où tu te lâches, en fait. Donc, soit c'est un truc en équipe, soit c'est un truc chacun pour sa gueule, mais des trucs qui te font vider l'esprit pour repartir après, pour mieux appréhender les prochaines énigmes. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Et en fait, c'est hyper joli parce que j'ai reçu un mail de leur part quelques jours avant la Gamescom où c'était une BD plutôt qu'un long texte. Viens tester mon jeu. Bah c'était une BD genre, hey, on est nouveau, venez nous voir et tout. Et je suis putain, c'est joli, ça a l'air cool. Donc je vais répondre. Et donc on a échangé en anglais tout ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait c'était des petits Français qui venaient d'Angoulême. Donc bon, pas forcément rapport avec la BD direct, mais du coup bah on a parlé en français, c'était très cool. Et en fait ils nous posaient des questions, ils nous présentaient sur iPad leur concept, leur jeu qui est pour l'instant prévu sur PC. On espère très très fort, enfin j'espère que ce sera un jour sur Switch. Et pourquoi c'était rigolo? Parce que ils avaient pas de stand, c'était rendez-vous autour du hall machin. Ah putain. C'est un petit studio, petit budget, etc. Donc on s'est retrouvé sur un truc resto, coin resto, ouais. Et on s'est posé, ils avaient leur iPad et on a discuté quoi. Et il dit ouais parce que nous c'est un peu nouveau les rendez-vous avec la presse. Bah en fait t'es notre 3e rendez-vous ever quoi. Et on en a fait 2 autres hier ou je sais plus quand, ou le matin quoi. Et tu fais ah mais c'est trop cool tu vois. Bah, du coup t'as envie de les entre guillemets. Alors je me prends pas pour un ancien de ce monde-là, mais t'as envie de les couver un peu, de dire ouais donc bah vous devriez faire ça pour essayer de faire plus de pub, etc. Machin, plus de com. Mais je trouve ils ont un projet très sympa, très concret, qui a déjà remporté un prix Espoir au Stunfest de cette année. Là où le grand prix du jury c'était sur Scourgebringer, qui est un de mes coups de cœur de la Gamescom, mais c'est un détail. Et voilà, donc ils ont déjà un truc qui est assez abouti, et j'espère que ça va marcher pour eux, donc je voulais aussi leur faire ce petit coup de pub, et ce côté, on se retrouve entre 2 stands, je trouve ça sympa, quoi. Et pour terminer, un de mes plus gros coups de cœur aussi de la Gamescom, c'est Paper Beast. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Projet de Eric Chahi, Eric Chahi, Another World, Heart of Darkness, en tout cas 2 jeux qui m'ont particulièrement marqué. J'ai eu ce rendez-vous juste après le mastodonte Cyberpunk, donc 1 heure de presse, oh c'est génial, machin, awesome et tout, trop cool. Et là t'arrives dans une petite salle où tu vas jouer à un jeu en VR, et là t'as un grand nombre de jeux vidéo qui te parle, qui a un casque qui peut te parler dans le PSVR et qui te raconte un peu doucement, on va dire de manière très posée, ce qu'il a voulu faire du jeu, et qui t'abandonne après, qui t'observe, et en fait ce jeu je l'ai trouvé vraiment top. C'est un espèce de voyage en fait. Tu commences où tu sais pas trop où t'as des rideaux autour de toi, donc tu joues avec 2 PS Move, donc tu peux attraper des choses, donc tu sens les différents éléments, enfin tu penses être dans un désert, t'as une radio qui est posée devant toi, donc tu peux l'attraper, tu peux jouer avec, ok. Puis d'un coup il y a les rideaux qui commencent un peu à bouger, il y a du vent autour, et tu te rends compte que tu peux un peu déchirer ces rideaux, et là tu découvres une grande bête, une espèce de girafe qui est à côté de toi, tu sais pas trop ce que tu dois faire avec, tu te rends compte qu'elle est suffisamment loin pour interagir avec elle, donc au début je bougeais pas trop, déjà parce que j'avais pas compris qu'on pouvait bouger, et il m'a fallu 2-3 minutes, et ensuite j'ai commencé à progresser un peu, voir qu'il y avait des animaux un peu autour, donc
un peu en mode papercraft, origami. Et tu peux interagir avec ces petits animaux, tu peux les porter, ils retombent toujours sur leurs pattes. Enfin, tu sais pas trop ce qu'il faut faire, et puis la bête avance, t'as envie de la suivre, et puis parfois t'avances, c'est elle qui te suit, tu sais pas, en fait, il y a une espèce de relation qui s'installe entre cette girafe et toi, ce qui m'a rappelé un peu un The Last Guardian, que je trouvais très très cool. Et en fait, j'étais porté par le truc, mais j'étais tellement ailleurs dans ce jeu, enfin, c'est le jeu qui m'a fait le plus déconnecter, et sans trop en dire sur ce qui se passe après, mais au bout d'un moment, t'as une espèce de bête qui a l'air plus méchante que les autres, et tu vois parce qu'elle a une couleur différente, un peu plus agressive, donc t'as envie d'éloigner ce que t'estimes être les gentils de cette proie, enfin les proies du prédateur, pardon. Et voilà, j'étais vraiment porté par le truc. Et ce qui m'a plu, c'est de, entre guillemets, d'avoir la chance de partager ce moment avec un très grand nombre du jeu vidéo et de lui faire mes retours en direct et qu'on puisse échanger. C'est-à-dire qu'une demi-heure, mais c'est ce côté où, enfin moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment chouette de pouvoir parler avec ce grand monsieur et de voir qu'il a fait un jeu qui m'a fait vraiment déconnecter totalement. Enfin j'ai retiré le casque et je fais ah oui, c'est vrai que je suis dans un salon, quoi. Je suis pas chez moi, quoi. Je me suis vraiment cru, enfin, j'étais porté, quoi. J'ai eu un voyage alors que il y a des milliers de personnes autour de toi et je l'ai pas senti. Enfin, c'est assez fou. Donc ça m'a touché, ce jeu. Et j'ai très hâte que ça sorte d'ici la fin de l'année. C'est studio à Montpellier, je crois, qui fait ça, actuellement. Enfin bref, c'est Eric Chahi derrière, donc c'est très très cool. Ça a l'air très beau, surtout. Et si tu regardes les images, ouais. C'est difficile à décrire comme ça à l'oral, mais vous pouvez regarder, je mettrai une petite, il y a déjà, un petit lien de la vidéo de ce jeu-là. Dans la description, et ouais, enfin vraiment chouette coup de cœur, et j'ai hâte que ça sorte, et je l'ai écrit dans un article récemment, et c'est pour ça, c'est pour ce genre d'expérience que je joue aux jeux vidéo, en fait, c'est pour vraiment être déconnecté, faire des trucs que j'avais pas imaginé, enfin c'est un truc différent, c'est une sorte d'ovni comme on en a parfois dans le monde des jeux vidéo, et c'est très chouette. De plus, j'ai partagé avec un monsieur que j'aime beaucoup et qui m'a fait rêver dans ma jeunesse et encore aujourd'hui, donc je tenais à vous partager ces petites anecdotes de la Gamescom. Je sais pas, je vois un grand sourire chez toi, Zef. Non, ça venait du fond du cœur. Ça fait plaisir de voir ça comme ça. Ouais, en fait, c'était intense. J'ai préféré commencer par un truc un peu négatif, malheureusement, et monter entre guillemets en gamme. Mais voilà, c'est pas forcément vous l'aurez compris, c'est pas mes 3 jeux préférés, surtout le premier. Mais ça fait partie des choses qui m'ont marqué dans la Gamescom. Et il y a plein de bons jeux. Enfin, moi, je suis fan de ce salon parce qu'il y a toujours plein d'indépendants qui viennent de tous les pays. Et on tombe sur c'est plus accessible pour eux par rapport à l'E3. Hein. Exactement. Et enfin c'est je sais plus combien ça fait de visiteurs par an, mais c'est monstrueux. Alors malheureusement la partie publique c'est un enfer. Hein. Si tu veux jouer à Zelda, même quand t'arrives à l'ouverture et que tu cours, tu vas attendre 1 heure, quoi. Enfin ça me fait mal au cœur pour ces gens-là. Un Cyberpunk, pour voir la vidéo que tu vas retrouver une semaine après en ligne, officiellement par CD Projekt Red, tu vas faire 2-3 heures de queue. Enfin. Et partir avec un crayon de papier, enfin un truc à la con, quoi. Alors que les journalistes, ils ont juste leur rendez-vous, ils viennent choper leur veste, certains la revendent sur eBay à $300, mais voilà, c'est pas bien. Et d'ailleurs, faut surtout pas acheter parce que ce sera en ligne dans la boutique officielle beaucoup moins cher, donc n'achetez pas sur eBay, ce genre de choses. Évidemment, je garde la mienne, donc cherchez pas la mienne. Et voilà, donc enfin c'est un salon il y a plein de trucs à voir, surtout quand on a la chance de pouvoir être côté presse influenceur, et même je pense côté public, il y a plein de trucs, mais il faut sélectionner, quoi. Voilà, c'est mon salon de jeux vidéo préféré, j'adore, et j'y retournerai l'an prochain avec plaisir. Ouais, il faut. Zef, tu peux peut-être parler un petit peu de la Gamescom, tu connais? Oui, je connais un peu, ouais, mais je sais pas quoi dire de mieux que ce que tu as dit aujourd'hui, donc c'était avec le cœur, donc c'était bien. Non, la Gamescom, ça reste mon salon de jeux vidéo préféré, mais j'ai pas fait le 3 ni le Tokyo Game Show, donc je peux pas confirmer. J'ai pas fait le TGS non plus. Hein. Mais clairement, enfin, à chaque fois que j'y allais avec toi, c'était une claque de ouf, parce que il y avait un côté au-delà de l'ambiance bon pote machin et tout qui fait partie du voyage, le salon lui-même est ouf parce que les gens c'est les Allemands, enfin je vais pas faire de côté pas de politique, pas de généralité. Voilà, pas de généralité, mais effectivement ils ont un esprit qui est quand même complètement différent de l'esprit français, et en plus donc, tu le ressens vraiment. Les mecs qui sont là-bas sont ultra cool parce qu'ils veulent vraiment te présenter un truc, et ils sont ouverts à la critique en vrai. Genre, les rendez-vous que j'ai fait là-bas, tu peux leur expliquer des trucs que tu comprends pas, ils vont t'expliquer pourquoi en fait. Pourquoi oui, on sait que ça se passe très bien, mais parce qu'il y a eu ça, parce que pas de budget, parce que X, Y, Z. Et c'est super agréable, et toutes les rencontres qu'on a fait là-bas sont toujours folles, folles. C'est sûr. En termes de critique que j'ai voulu faire sur un jeu, c'est sur Even, qui est le projet après Fury, qui avait été fait par The Game Makers. Ils ont fait un jeu, un RPG qui peut se jouer à 2, avec 2 personnages, qui est très beau visuellement, qui a une musique qui est assez folle, dans l'esprit Fury, un peu moins vénère, mais électro quand même. Et je trouve que c'est deux choses vraiment très bien, de manière indépendante, mais le côté
balade hyper calme et musique électro, pour moi, ça a pas trop matché. Alors peut-être que j'étais pour le coup moins isolé sur le salon et que il y avait vraiment du bruit autour. Je sais pas, mais sur le coup, putain, il y a un truc qui m'a dérangé. Pourtant, ça a l'air bien. Donc ça pour le coup, je vais évidemment y jouer, mais sur le coup, j'ai dit il y a un truc qui me fait tiquer quoi. Donc bon, mais voilà, comme tu dis, on peut toujours critiquer, faire des retours constructifs aux personnes et ils s'en inspirent d'ailleurs, ils utilisent ça pour parfaire leur jeu derrière, en tout cas dans la limite de leurs moyens, évidemment. Mais voilà, donc c'était la Gamescom et c'est lieu toujours en fin août. Et pour faire le parallèle avec ce que tu disais tout à l'heure aussi, côté, c'est en Allemagne, il y a quand même un truc que je trouve vraiment mieux au niveau du public. Enfin, les gens se respectent beaucoup plus qu'à une Paris Games Week, malheureusement. T'es beaucoup moins bousculé dans les allées, même s'il y a beaucoup plus de monde. Ça fait beaucoup. Mais voilà, enfin, il y a ce côté aussi où c'est quand même plus agréable, malgré le monde, de se balader au Col Messeux, cet immense espace réservé au salon à Cologne. Ouais, c'est vrai, c'est pas vrai, hein, sur les jours vendredi, samedi, là où c'est vraiment blindé. C'est hyper blindé. Les gens se respectent un peu moins, quoi. Mais les autres jours, effectivement, je crois que c'est mercredi, jeudi, un truc comme ça. Ou jeudi, vendredi matin, enfin bref, les jours presse, spécifiquement presse. Ouais, t'as aucun problème avec les gens en général. Ah non, mais ça oui, mais même les autres jours, enfin pour le coup là, ils ont avancé d'un jour par rapport à il y a quelques années, c'est que le mardi uniquement pour la presse, mercredi, jeudi, il y a l'espace presse qui reste ouvert et le public arrive côté public et après ça termine le samedi, je crois. Et en effet, c'est compliqué d'aller faire un grand tour de manière calme dans toutes les allées ouvertes. Ah oui, ouais, donc c'est ouvert. C'est ça. Mais ça reste quand même un beau salon. Bref, on va pas s'éterniser là-dessus et puis. Il serait peut-être temps d'enchaîner et de parler un peu des défis. Ah oui. Faisons ce petit point sur les défis après ce magnifique jingle Queutrus. Toi, rappelle-nous ce que c'était déjà. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, c'était de devenir légende Hearthstone. Ouais. C'est bon, t'as réussi ? Presque. Ah, presque, ça veut dire... Je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. C'est trop long. Ça a l'air mal barré. Non, je m'y suis remis pas mal là pendant les vacances, du coup ça m'a remotivé là. J'ai l'impression que la dernière extension... la dernière extension m'a bien motivé parce qu'elle est hyper riche en fait et elle est très variée. Moi c'est ça que j'aime bien. En fait les méta où t'as 3-4 decks et si tu joues pas ça, tu te fais défoncer, ça me saoule quoi. Donc voilà. Non, c'est en cours mais bon, j'ai pas eu plus de temps que ça non plus. Voilà. On peut faire une petite parenthèse Cocorico peut-être parce qu'il y a une finale franco-française c'était où là récemment ? Ah oui, à Séoul. À Séoul et c'était cool de voir des Français aussi au niveau. 3 Français dans le top 4 et 4 dans le top 8, c'est ça. Et un petit chinois qui était là en plus. Je sais pas pourquoi je dis petit, c'est pas bien du tout. Ça se trouve il était petit en taille, je me souviens pas. Ouais, non mais oui donc Cocorico ouais. C'est pas mal. Et combien tu disais dans le top 8 ? 4, il y en a un qui est comment il s'appelle Unid ouais. Qui était dans le top 8. Non, c'est cool que ouais la France marche bien. C'est une bonne nouvelle en fait. Ouais, on a des bons, mais je trouve que le jeu arrive quand même à se renouveler. Enfin, moi, j'y joue régulièrement, mais j'ai des phases où j'y joue plus que d'autres. Et non. Alors, mais si en fait, mais j'ai beaucoup joué à l'aventure en fait. Oui. J'ai énormément joué à l'aventure parce que elle est incroyable. Très rapidement, c'est tu choisis une classe, tu choisis un pouvoir. En débloquant en plus, tu peux choisir 3 pouvoirs par classe différents, donc qui changent un peu du jeu. Et tu vas affronter des monstres dans un donjon et donc tu commences le jeu avec un deck de 12 cartes, je crois, 12 ou 15 cartes, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Et à chaque fois que tu gagnes, une fois sur deux, tu vas choisir un pouvoir en plus, qui peut être une carte ultra fumée ou un pouvoir global, et tu vas choisir 3 cartes en plus. Et tu vas affronter de 8 à 12 boss en fonction des modes. Et franchement, c'est un des meilleurs modes solo en jeu de cartes auquel j'ai joué. Il est pas répétitif, il est dur. Alors faut jouer en héroïque, hein. Faut pas jouer en normal, ça sert à rien, c'est trop facile. Ok. J'ai pas fini encore en normal. Bon, au début faut jouer en normal pour apprendre le mode, mais après faut jouer en héroïque. Et voilà, en fait t'as 5 L, donc t'as 9 héros différents. Pour chaque héros t'as le choix entre 3 pouvoirs, et pour chaque héros t'as le choix entre 4 decks de départ, donc 3 préconstruits et 1 au hasard. Et en plus, pour chaque L, tu peux lancer je me rappelle plus comment ça s'appelle, une condition de jeu différente.
Alors en fait, je crois que ça se base sur ton expérience. En gros, enfin au début, t'as un Oui, deck, oui. un pouvoir. Je parle quand tout est débloqué. D'accord. Mais ça va assez vite en fait. D'accord. Et du coup, tu peux, en fait, tu peux jamais faire toutes les combinaisons, c'est pas possible. Oui, non, c'est sûr. Et voilà, tu peux vraiment t'amuser. T'as des archétypes de deck. Enfin, tu peux essayer de forcer des archétypes pour faire un deck. Par exemple, Murloc, on a essayé, c'était marrant. On s'est fait battre au 7e boss, mais on n'a pas eu de chance. Mais il y a plein de choses comme ça. Et ouais, et du coup, je joue avec des potes à ça. Parce que c'est le pur truc où tu vois, tu branches l'iPad sur la télé. Ouais, c'est chouette. Hop, tu te mets une petite bière, machin, et puis tu joues à plusieurs. Tu réfléchis, ouais, on fait ça, et puis c'est vraiment fun, quoi. Ok. Je le conseille. Très bien. Zef, c'est à toi. Tout à l'heure, tu parlais d'enquête avec Nightcall. Et là... Ouais, mais j'ai pas avancé. Ouais, enfin, t'as déjà fini ton année 2019. Ouais, donc, non, non, je pense pas, mais enfin si. Mais sur le défi d'origine, pardon. Sur le défi d'origine, j'ai pas avancé des masses et je suis un peu parce que pas eu le temps pendant l'été. Ça arrive. Et mais maintenant que j'ai fini mes projets ou plus ou moins, je vais pouvoir m'y remettre. En fait, je suis en train de chercher de quoi discuter, essayer de combler un peu ce vide en me disant et qu'est-ce que j'ai fait de trucs bien vraiment cool ces derniers temps. Et en fait, j'ai pas trop en tête, désolé. Bah écoute, t'as suffisamment pris d'avance sur la reste de l'année par rapport à certaines personnes. Ouais, mais dont je moi. voulais essayer de combler en vous parlant d'un truc vraiment cool et que je faisais. Mais en vrai, cet été, je me souviens pas de ce que j'ai fait de vraiment cool au point d'en parler. Qu'est-ce que... T'as fait un GN avec des super PNJ. Ouais, je peux vous raconter mon GN si vous voulez. Même s'il était pas génial, il y avait des trucs bien, mais sans... Non, en vrai, pendant le GN, j'ai appris deux choses. J'ai appris le code Morse. Et c'est bien ça. Je devais apprendre le code Morse pour le GN, donc je l'ai appris en jeu. Et en vrai, c'est vraiment assez cool quand tu comprends. Parce que ça peut jouer un décrypteur dans le jeu, donc c'était un peu. C'était bizarre, mais voilà. Il y a une logique entre les lettres. Absolument, tout est logique. Et en vrai, j'ai jamais regardé. En fait, tu sais que si tu fais point / point, c'est un P. Si tu fais point / c'est un 1 et ainsi de suite. Donc bref, t'as des codes en fait très spécifiques et en fait c'est comme toutes les langues en fait. Quand tu commences à comprendre le code de la langue, tu dis ah bah putain en fait ça prend son sens. Et j'ai fait ça 6 fois je crois, 6 ou 7 fois pendant le week-end. Okay. Et en fait les 3 premières j'avais l'impression de me tirer une balle à la fin à chaque fois. Et à la fin je faisais des feuilles ultra carrées avec que je pouvais quasi lire sans rien, donc c'est vraiment assez intéressant. Et une deuxième chose que j'ai appris dans le GN, c'est les codes les command cards des années 60 que tu mettais dans les PC de l'époque. C'est celles que tu poinçonnais pour donner cartes perforées, les cartes que tu perforais pour donner tes codes à ton PC et les codes de commande. D'accord. Et du coup, j'ai appris ce code là aussi. Et c'est vraiment ultra relou, sa race. C'est un truc en binaire, c'est Non, c'est pas un truc en binaire, c'est genre en fait, tu dois faire si tu veux envoyer à ton PC de l'époque une commande qui dit run process, disons. Okay. Run process, là en l'occurrence c'était pour des probs, run process prob, d'accord. En fait tu dois faire 2 cartes. La première carte qui dit dans la prochaine carte que je vais insérer il y aura un champ run process, donc il y aura un champ qui aura run process et dans ce run process il y aura tant de positions, prob en l'occurrence, donc là il y aura 6 positions avec le pluriel. Et en fait, tu dois faire ça pour chaque champ que tu dois mettre. Alors là, je dis ça, mais en vrai, tu dois mettre le champ de la date, le champ de l'heure, le champ CHAMPS. Hein, c'est le champ dans le sens la case, quoi. Voilà, la case, ce qu'il y a entre deux slash. Donc tu dois mettre ça et en vrai, tu dois faire ça pour toute la prochaine carte. Donc ça, c'est ultra long déjà, mais c'est pas comme ça que tu la codes. J'y reviens après. Et donc sur la deuxième carte, tu dois rentrer ton run process prob P01-51 01 2.00 date machin et tout. Et en fait pour chaque position que tu vas mettre sur chaque carte, t'as un code à rentrer. Genre le R de run, et ben en fait il s'écrit pas R, tu dois aller poinçonner sur la carte une colonne spécifique qui est la première colonne de la carte. Sur la première colonne de la carte, tu as une ligne où il y a marqué 12, une ligne où il y a marqué 11 et ensuite tu as en colonne 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Et en fait, c'est un code pour chaque lettre. Donc le R, par exemple, en l'occurrence, c'était 0, 2. D'accord. Mais si je fais un P, c'est 12, 7. Et si je fais un A, c'est c'est 11, 7. Si je fais un A, c'est 12, 1. Si je fais un B, c'est 12, 12, 2, et ainsi de suite. Et donc en fait, ça fonctionne comme ça. Et donc dès que tu rentres un code différent, type un slash, bah, c'est 0, 3, 8, et ainsi de suite. Et en fait, tu poinçonnes par colonne pour chaque lettre que tu as notée au-dessus.
tu fais ça sur chaque carte et c'est ultra relou. Ah ouais, tu m'étonnes. Ouf. Mais c'est ultra intéressant à apprendre parce que c'est un code comme de l'époque et c'est qui existait vraiment. Donc vraiment, j'admire les gens des années 60 pour avoir fait fonctionner ça. Donc voilà. Donc j'ai appris ça pendant GN. Bien que le reste du GN soit pas très bien parce que c'était brandé Fallout, mais ça l'était pas du tout. Bon, au moins t'es ressorti avec. Voilà. Et j'ai fait mon premier GN en international, donc en anglais pur et dur pendant 3 jours. Et c'est vraiment délicat. Alors, je connais des gens qui vivent en Angleterre, qui vivent aux États-Unis, qui font machin, et je les admire parce que les premiers jours, ça doit être horrible. Savez-vous, là, je pars complètement ailleurs, je suis désolé, et j'arrête après ça, promis. Tu sais ce que c'est de rêver en anglais? Eh ben, moi, je sais, et en fait, c'est ultra relou. Ah, t'as rêvé en anglais? En fait, tu parles tellement anglais. Enfin, Ouais. tu parles logique anglais H24 parce que t'es avec que des internationaux, en fait, des Européens. Il y avait une nana qui était de Californie, t'avais un Danois, un Suédois, un Anglais, un Allemand, un Italien. Donc, t'as vraiment, je dis international, c'est pas exagéré, tu vois. Et donc, tu parles avec eux tout le temps. Donc, déjà, t'as les briefs avant jeu, les explications, toutes les règles. T'avais 200 pages de règles. 200 pages de règles. 200, j'exagère pas sur le nombre. 200 pages de règles à apprendre. C'est chiant. Et parce que t'as plein de protocoles et en fait tu joues après en anglais, donc avec les gens. Et en fait non seulement tu parles, mais en fait tu écoutes tous les gens autour de toi tout le temps en anglais. Et en fait c'est un peu C'est fatigant déjà. ouais, c'est un peu fatigant. Et en vrai quand tu te couches, bah tu n'as parlé anglais que H24. Et en fait naturellement tu vas penser en anglais tout le temps et tu vas rêver en anglais. Et c'est vraiment bizarre les premières fois. Donc si ça arrive à des gens qui nous écoutent, si ça vous est déjà arrivé, dites-le moi. Je suis peut-être le seul, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. Bah, il paraît justement quand tu vas dans un pays étranger ou que comme tu dis, tu parles constamment étranger, à partir du moment où tu te mets à rêver dans la langue où tu vis ou autre, c'est que t'as appris la langue en fait. Oui, ouais, je comprends complètement le principe. Et c'est vrai, en fait, les premiers jours, j'étais en mode, j'arrivais pas à finir mes phrases, j'étais ultra stressé parce que j'avais peur qu'on me comprenne pas. Et en fait, j'avais, j'anticipais en fait ok, il parle mal, tu vois. Ouais. Mais en fait, en fin de deuxième journée, j'étais ultra à l'aise, donc il y a pas de problème. Mais ouais, c'est délicat. Et en fait, quand tu y repenses, là, ça fait 2 semaines peut-être. Quand j'y repense, je me souviens pas d'avoir spécifiquement parlé comme ça. En fait, je parlais naturellement finalement. Mais c'est bizarre à dire. Mais bref, voilà, c'est juste pour l'anecdote du truc. D'accord. C'est à faire. Faites des des GN internationaux, c'est vraiment cool. Et les joueurs sont vraiment vraiment sympas. Et du coup, je reviens au sujet initial, donc c'est les défis. Hein. Ouais, désolé, j'ai hacké le truc encore une fois. Non, mais j'ai un truc sous les yeux qui me permet justement d'animer et de suivre un peu le filon. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, je parlais de moi, de ce que j'ai fait, et j'ai un peu rattrapé mon retard sur les mois précédents, donc je vais pas tout évoquer, mais j'ai lu les petites distances, qui étaient sympas, mais je me souviens plus trop de ça. J'ai lu, évidemment, le dernier Dragon Ball Super, j'ai lu La Cantine de minuit, dont on a parlé dans l'épisode 10. C'est trop bien. J'ai trop kiffé. Enfin, vraiment, c'est pas. J'ai pas regardé encore. Regarde. Il faudrait. Mais ouais, c'est ces petites histoires où ça parle de bouffe, c'est l'histoire autour de la bouffe dans cette petite cantine japonaise. Alors ça m'a donné faim déjà de base. ça m'a appris des plats, des noms que je connaissais pas forcément. Ça m'a fait revoir des choses que j'aime bien manger. Donc c'est très très cool. Franchement, l'histoire elles sont top et il faut que je lise la suite. Absolument. Et le dernier que j'ai lu, j'ai fini ce week-end, c'est Le Patient. Que j'ai trouvé très chouette, très bien écrit, très bien dessiné. J'ai pas noté le nom de l'auteur, donc je me sens con, mais c'est dispo chez Glénat BD, je crois. Et alors, je dirais pas que je suis déçu par la fin, mais j'ai tellement été pris par l'histoire que je m'attendais peut-être à autre chose, on va dire. Mais vraiment très très beau. J'ai eu du mal alors, j'ai pour habitude de lire parfois quand je vais me coucher, je suis allé, je me fais 20-30 pages des romans graphiques ou autre machin, et lui, même fatigué, je me forçais quoi, je me frottais les yeux pour continuer parce que j'étais trop pris dans l'histoire, donc je trouvais ça cool. Et c'est marrant parce que je l'ai commencé en papier et je l'ai fini sur les Neo parce que je suis parti en week-end, bref, et c'est pour ça que je l'avais pas sous la main, mais je voulais absolument le terminer, donc c'est pour ça que je l'ai fini sur écran. Et c'est très chouette, voilà. Donc comme quoi, j'ai lu 4 livres voire plus, je pense que j'ai même pas tout noté d'ailleurs, j'ai dû en lire plus que ça. J'ai pas lu celui que tu m'as prêté, Zef, dont j'ai déjà oublié le nom, mais il est dans la pile. Ah, c'est toi qui l'as? J'étais en train de me dire, je l'ai prêté à quelqu'un, j'ai oublié qui. Ça sert à ça, les podcasts. Merci. C'est Timothée Le Boucher. Merci beaucoup. Et il avait fait quelque chose qui était plutôt bien aussi. Donc c'est un thriller, hein, ce que j'ai pas dit. Il avait fait un autre titre précédemment. Ces jours qui disparaissent, exactement. Les vestiaires et le premier que tu as dit qui est assez connu visiblement. Parti.
coup, ça m'a donné envie de le lire. Et ouais, donc j'ai encore plein de trucs à lire, mais au moins j'avance. Voilà, je reprends. Enfin, je dis pas que j'avais perdu plaisir, mais en tout cas, je me force un peu moins à lire et je fais ça avec plus de plaisir. Donc c'est cool. Voilà. On enchaîne tout de suite avec les coups de cœur. Et j'ai eu du mal à trouver le mien, mais j'en ai trouvé un quand même, puisque j'ai récemment joué à The Messenger. Donc il était dispo, enfin il est toujours sur Switch, PC, PS4, et voilà. Et j'avais surveillé une promo parce que je l'avais raté à sa sortie il y a 1 an. Et pourquoi je l'ai fait récemment? Parce qu'ils ont sorti un DLC gratuit, Picnic Panic, un truc comme ça. Alors, le nom, peu importe. C'est un platformer Metroidvania, plutôt cool. On incarne un ninja qui, en fait, on va apprendre à naviguer entre un monde en 8 bits et un monde en 16 bits. Il va passer par des espèces de failles temporelles où, en fait, il y a 500 ans d'écart entre les deux périodes. Du coup, il y a des murs qui bougent, des choses qui changent. On va par exemple planter une graine qui mettrait des dizaines d'années à pousser. Et du coup, on la plante 500 ans avant, donc on va chercher ce qu'il en découle par la suite. C'est des mécaniques assez logiques quand on joue avec le temps. Et en fait, c'est ultra bien écrit, c'est très très drôle. J'ai trouvé ça hyper drôle et pour un jeu de plateforme, on dirait pas, mais il y a beaucoup de texte, un humour qui est top, je trouve, jusque dans la boutique où on passe régulièrement. Le vendeur, mais il a je sais pas combien de phrases ils ont écrit, mais j'ai été au bout du truc à chaque fois. Et je l'ai fait sur Switch, mais sur PS4, j'ai vu qu'il y avait des trophées liés au dialogue, justement, c'est marrant. Et ouais, voilà, au bout d'un moment, il dit, tu touches pas à cette armoire. Je vais te le dire plusieurs fois. Donc tu auras pu à chaque fois. Attention, je vais compter jusqu'à 10. Donc il t'écrit, je compte à 1, je compte à 2, etc. Et là, il enchaîne, il fait attention, parce que sinon je vais reboucler la séquence. Mais avant, je vais te faire chier, etc. Ces trucs à la con comme ça, mais du coup, t'as envie ça te prolonge la durée de vie quand t'es dans ce truc-là, qui est vraiment top. Et du coup, j'ai bien kiffé, à tel point que j'ai acheté le vinyle, récemment, et je l'ai reçu il y a quelques jours, donc maintenant je vais l'écouter avec plaisir. Et j'avais enchaîné par le DLC, qui était sorti, donc, qui a rajouté 2-3 heures de jeu, donc, très cool. The Messenger en pixel art, j'ai pas dit, mais en 2D. Très très joli. Et toi, Zef, ton coup de cœur? Mon coup de cœur, c'est encore un jeu vidéo. Ah, ça beaucoup tombe de jeux. bien. Bon, ouais, en fait, c'est un jeu de plateau qui est sorti en jeu vidéo. C'est Asmodee Digital, Ouais. j'y arrive, qui a sorti ça. Et les devs, c'est Flaming Fall Studios. C'est effectivement, vous le pointez, Gloomhaven, qui est sorti. Alors, il est pas sorti officiellement encore. Il est encore en pré-launch. Et là, en fait, ce qu'on fait, c'est des petites aventures qui sont pas exactement l'histoire de base. Mais Gloomhaven, donc je vous renvoie au Contrecast numéro 2. Il me semble que c'est le 1. C'est le 2 qu'on avait enregistré, mais c'est le 1 qui était diffusé, je crois. C'est ça. Le premier diffusé. C'est pas le 0 qu'on a diffusé le mois dernier, le pilote, c'est pas. Ouais, mais effectivement, on avait eu une grande présentation du jeu par Anya. Tout à fait. Et voilà, et suite à cette présentation, j'avais acheté le jeu de plateau. 150 boules et que j'ai jamais joué parce que j'ai joué 2 fois, mais en fait le jeu te demande tellement de mise en place et le reste que c'est vraiment lourd comme type de jeu, donc il faut vraiment, quand tu le fais, il faut vraiment prévoir la journée pour ça. Et du coup, quand le jeu de PC, je me suis précipité dessus, on va dire, pour essayer d'avoir avant les autres, et parce que c'est un peu ce qui s'est passé même. Et et finalement, c'est un peu les coulisses de l'émission. Et finalement, j'ai joué 2-3 heures, je crois, et en fait, c'est ultra dur, sa mère. Putain de merde. Ah ouais. C'est plus dur que le jeu de plateau. Merde. Je trouve ça plus dur que le jeu de plateau. Et pourquoi? En fait, je rappelle, c'est un dungeon crawler, donc on incarne des aventuriers qui vont aller dans des donjons pour péter la gueule aux monstres et avoir des trésors, grosso modo, et l'expérience. Et en fait, là, c'est marrant parce que sur jeu de plateau, c'est un jeu tactique. Donc tu te déplaces par case et tu te places et tu fais tes sorts et machin et tout, mais je me rendais pas compte à quel point c'était ultra tactique que en allumant dans le jeu vidéo. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. C'était une autre dimension de jeu en fait quand t'as un jeu de plateau, je trouve. Et je le voyais pas aussi tactical RPG en fait, tu vois. Et là c'est un peu le cas. Et en fait tu vas calculer tes mouvements en mode ok, je vais me déplacer de 3, ensuite je vais taper 4, alors le deuxième t'as 2 persos, t'as le guerrier et le brawler je crois. Et grosso modo tu vas nettoyer des cryptes. Et donc du coup, tu te déplaces de case en case, tu vois quel pouvoir il faut utiliser avant l'autre, ainsi de suite, essayer d'anticiper les mouvements ennemis, ainsi de suite. Et bref, et en fait, ce qui est difficile sur PC, et c'est pour ça que c'est plus difficile, je pense, c'est que tu peux pas anticiper facilement les mouvements ennemis, alors que sur le jeu de plateau, tu peux.
parce que tu sais comment ils vont se déplacer. Parce que t'as une mécanique qui est redondante en fait sur le jeu Et plateau. tu vois pas les patterns sur le jeu vidéo? Et sur le jeu vidéo, en fait, alors je l'ai peut-être pas vu, mais le pattern il est pas inscrit. Sur le jeu de plateau, tu sais, t'as une case, t'as une carte spécifique pour ça. Bah oui. Et tu sais comment les monstres vont se déplacer, et combien ils ont de points de vie, et comment ils vont attaquer, et qui ils attaquent, s'ils attaquent là, machin et tout. Donc tu peux essayer de jouer avec la méta là-dessus, en fait, et c'est ce que tu fais naturellement même. Tandis que là, sur le jeu de plateau, sur le jeu vidéo, bah en fait, tu fais pas ça. Et tu dois être marqué à quelque part, ça fait partie du jeu, quoi. C'est peut-être dans la version qui est encore en bêta bien avancée, hein, parce que le jeu il est quand même bien avancé. C'est pas le cas, peut-être que ce sera le cas plus tard, mais en tout cas là, du coup, le jeu est vraiment dur quand t'as pas cette méta là. En fait, quand tu connais pas les déplacements de l'ennemi, c'est bizarre. Hein. Bah, tu te fais défoncer. Tu te fais un peu défoncer. Et ça me rappelle la guerre. Et du coup, voilà, donc le jeu est vraiment dur. Visuellement, bon, c'est un jeu de plateau designé pour un jeu vidéo, c'est pas très beau. Ça manque de texture, c'est très lent. Il y a beaucoup d'animations un peu moches, trucs comme ça, je trouve. Ouais, mais si c'est une bêta, bon, on peut comprendre. Ouais, je pense pas que ça va s'améliorer plus avec le temps, hein, mais bon, tu cherches pas ça en fait. En vrai, tu cherches l'ambiance et vraiment l'ambiance du jeu, le côté histoire sur les trajets, quelles décisions tu prends, machin et tout. Et tout est là. Donc c'est vraiment le jeu de plateau mis en jeu vidéo, comme Asmodee Digital le fait énormément en ce moment. Ils ont fait terraforming, ils ont fait plein de trucs comme ça. Donc pour l'instant, je m'éclate bien quand j'y joue. Donc je vais pas dire que c'est un mauvais jeu. Je pense que c'est un très bon jeu rapport à ce qu'il y a. Et quand le mode histoire sera vraiment débloqué, là, je pense que ça va être la panique. Et en vrai, tu peux jouer à plusieurs, ce qui c'est encore plus cool. Donc j'attends Ketrus et Anya sur le jeu quand il sera sorti. Ok, le rendez-vous est presque pris. Ketrus, justement, transition. Et toi, ton petit coup de cœur du moment, c'est quoi? Ouais. Alors, non, c'est parce qu'en fait, j'ai deux petits trucs à dire, mais du coup, je sais pas comment. Bah, je commence juste par la petite. Bon, c'est en redondant. Je vais encore parler de Dota 2, mais parce que Cocorico, parce que OG a encore gagné. Vous vous rappelez, je vous en avais parlé, International 1. 8. Tout à fait. Et comme quoi c'était une pure équipe avec beaucoup de cœur, beaucoup de cohésion, tout ça. Et puis c'est des vrais gamins, ils s'amusent, pourtant ils sont vieux. En plus il y a un nouveau français qui est coach, Sotska, qui était un joueur pro français, un rare parce qu'il y en a très peu. Et ils ont regagné avec le même roster. Et enfin, si vous aimez bien les MOBA, regardez au moins la finale et la demi-finale, parce que ces mecs-là, ils ont cassé le jeu en fait. Ils ont réinventé le jeu, ils font des trucs les autres équipes ne font pas, ils font des équipes, c'est n'importe quoi, tu regardes le truc, tu fais mais en fait ils ont changé le jeu, c'est pas possible. Et les gars, ils s'amusent du début à la fin. Trop bien. Ils font des trucs, ils tauntent, ils mettent des tags losers sur le truc en faisant des moves complètement ballsy à côté des mecs, enfin c'est n'importe quoi. Et ils s'éclatent et ils ont roulé sur le international, alors qu'en plus ils avaient encore eu un début de ciseaux compliqué où ils avaient pas Anna qui était leur carry en fait, leur hard carry, qui est venu je crois 2 mois avant international. Ils ont encore roulé sur tout le monde et dans la joie, la bonne humeur, l'intelligence. Et voilà, c'est mortel. Donc voilà, ouais. J'en reparlerai parce que je pense que Red Bull va encore sortir une vidéo mortelle. Mais sinon, mon coup de cœur, en fait, c'est un GN que j'ai fait cet été, il y a 2 semaines d'ailleurs. C'est un GN de combat. Avant, ça s'appelait Berry Champ de Bataille et maintenant ça s'appelle Invasion in the Berry. J'ai traîné, ça faisait longtemps qu'on m'en parlait parce que j'avais fait quelques GN de combat, tout ça. Moi, j'avais un peu peur. Je me suis dit, je vais tomber sur des gros bourrins. Sur des mecs qui vont se battre, qui cherchent à faire mal comme le Béour ou des trucs comme ça. Et en fait, pas du tout. Je me suis retrouvé dans un GN avec une ambiance de ouf, avec des gens hyper sympas tout le temps, un esprit de compétition qui était pas très... Enfin, qui est prononcé, mais qui ressort pas et qui transpire pas sur les combats et les gens qui s'insultent, qui veulent absolument gagner. Donc voilà. Je vous le conseille. En plus, j'ai testé le kilt. Le vrai kilt. Non, parce que c'est marrant. Le kilt c'est un tissu qui fait 1m50 sur 4 mètres. C'est tout. Le vrai kilt, quoi. Le vrai kilt. Okay. Il faut le plier, je sais pas, une vingtaine de fois. Après, il faut s'allonger dessus, passer une ceinture en dessous, l'attacher, faire 3-4 plis. En fait, c'est un vrai... C'est trop bien, quoi. C'est trop bien. Et en fait, il est tellement épais autour de toi, il fait tellement de tours. Que t'as chaud. En fait, t'as chaud. Ouais. Et comme Braveheart, c'est avec le truc qui passe devant, là, machin, c'est d'enfer, quoi. Donc voilà, pour ceux qui se disaient peut-être que voilà, des gènes où on se bat, c'est des mecs en armure... ou en kilt sans rien en dessous peut-être, tu vois, qui sont très bourrins, qui sont très cons, qui ont pas de finesse, tout ça. Et ben en fait pas du tout. Même moi qui avait pas trop d'a priori là-dessus parce que j'en avais fait beaucoup
notamment en Italie des plus violents. Et bah là, voilà, j'ai été surpris. Il y a même des gens drôles, tu vois, qui est une association de gènes un peu plus romanesque. Voilà, donc aux chiottes les a priori. Si vous voulez vous amuser, vous faire des batailles dans les bois avec les gens et vous taper dessus dans la bonne humeur et sans se faire mal, bah foncez dessus. Et en plus, ils recherchent de plus en plus de joueurs, donc voilà. Bah, de toute façon, il y a le lien juste en dessous. Ah bah bien sûr. Donc voilà, pareil, vous pouvez cliquer dessus après l'écoute du podcast. Merci pour ces coups de cœur. Beaucoup de jeux vidéo, mais pas que. Enfin, en tout cas, très très jeux. On arrive au bout de cet épisode du Contrecast. On va faire un petit récap donc sur les chroniques qu'on a pu évoquer. Donc avec Zef qui nous avait parlé de Nightcall, Quetrus qui nous a parlé de la BD l'Odyssée d'Hakim de Fabien Toulmé. Et pour ma part, je vous avais présenté des petites histoires de la Gamescom, anecdotes autour de jeux que j'avais pu tester. Merci encore à toute la team pour cet épisode. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, Quetrus, toi? Sur Internet, t'as des podcasts en cours en ce moment, d'autres projets? Ouais, Comics Outcast, Whisperos aussi peut-être, sûrement, on sait pas encore, on n'a pas encore fait le programme. Ah. Voilà, et aussi avec l'équipe de Comics Outcast et les autres, Whisperos, le Défaussé, tout ça, on avait participé je sais pas si on en a déjà parlé, on avait participé à un concours en fait, le podcaston, on a fait une fiction. Ouais. Il y a le premier épisode, on va commencer à bosser dessus. Ça s'appelle Bungalow 183. Mm-hmm. Et voilà, je vous invite à aller écouter ce premier épisode et puis à nous laisser des commentaires sur Twitter, voilà, via les autres en fait, via Comics Outcast, via tout ça, nous en parler. Quand tu dis écouter ce premier épisode, Il est déjà en ligne Bah, il est sur le site du podcaston en fait. Ouais. Je l'ai écouté en tant que public, donc je pense que tu peux le trouver facilement. Mais t'as dit premier épisode, il y a une suite prévue? Bien sûr. Ah, ok. Bah, ça écouté à la fin, tu vois qu'il y a une suite prévue. Ouais, mais on sait pas si c'est... voilà. Bah, du coup, bah, t'as la parole, tu peux la garder, Zef. Ouais. Pour nous dire où on te retrouve sur Internet ou autre. Comme a dit Quetrus, je vais en profiter parce qu'il doit y avoir un nouveau podcast, à un moment sorti que j'ai lancé avec des potes, qui s'appelle Mr. Anyone, où on parle de tueurs en série. Trop bien. Et voilà, il doit être sorti normalement quand vous écoutez ça. Parce qu'on a lancé le truc YouTube, iTunes au moment où j'enregistre là. Donc, D'accord, et ben écoute, on verra. Donc voilà, on est avec Martin de Micro Stockholm, avec Pierre qui bosse chez JV Le Mag et tout ça. Bref, et on fait une rétrospective d'un tueur en série pendant 1h30 environ. Ça prend un autre format, je pense, par la suite. Et avec d'autres invités plus compétents que nous. Et voilà, on avait envie de parler de passion de tueur en série. Ça paraît bizarre, je dis ça ou pas? Non. Est-ce que je kiffe Manhunter, c'est grave ou pas? Non, mais c'est bizarre. Enfin voilà, on essaie de s'intéresser à la psychologie des tueurs en série, savoir ce qui s'est passé, retracer leur historique, ainsi de suite, sans juger, sans être des psychologues non plus. Mais voilà, c'est le genre de truc que tu aimes, que attirant, répulsion, répulsion, attirance, tout ça. Donc voilà. Donc, fascination un peu, ouais. Et voilà. Donc voilà, écoutez ça, si vous vous dites que ça peut vous intéresser et faites vos retours, c'est toujours intéressant. Merci. Le gars qui aime pas parler vite. J'aime pas faire la pub. Non, mais en tout cas, vaut mieux être fasciné par ces gens-là qu'en être un, donc y a pas de souci. Mais on mettra le lien est déjà présent, et si c'est pas présent, c'est qu'il arrive bientôt, ça veut dire que c'est presque sorti. Donc au pire, vous attendez un petit peu. En tout cas, voilà, merci. Et puis, comme à chaque fois, on le répète, mais il faut vous abonner. Ah, d'ailleurs, on va faire un jeu maintenant, c'est que si vous avez bien aimé, genre juste bien aimé, vous faites la pub à une personne. Si vous avez beaucoup aimé, vous faites la pub à 2 personnes. Voilà, on va dire ça, comme ça permettra de nous faire connaître un peu plus et de nous remercier, en tout cas, pour cette écoute, tout ça. Donc c'est cool. Et puis, vu que c'est un peu la rentrée, parce qu'on est en septembre, je vais vous proposer un petit jeu. Vous connaissez les nombres premiers? Oui. Alors c'est un oui unanime. Est-ce que vous pouvez me citer le 3e plus petit nombre premier? 7. Non. 5. 5, exactement, puisqu'il y a 2, 3 et 5. Et 5, c'est le nombre d'étoiles qu'on va mettre sur Apple Podcast pour nous remercier. Il a un doute, Quetrus. Il veut pas dire que 2, c'est un nombre premier. Mais non. Alors, pourquoi? 1, ça compte pas parce que c'est l'unité, mais 2, il me semble aussi, mais j'ai pas eu de doute en l'écrivant. Alors, okay. On peut rappeler ce que c'est un nombre premier, du coup? Alors, qu'est-ce qu'un nombre premier, Quetrus, si tu n'es pas d'accord avec cette explication? Qui ne peut être divisible que par lui-même, non? Ouais. C'est ça. Et 2, c'est divisible par lui-même. 1, c'est l'unité, donc ça compte pas. Ouais, c'est vrai. Voilà. 3 est divisé par lui-même aussi. Voilà. Que par lui-même. Non, mais c'est que par lui-même, c'est pas que... Enfin, oui, c'est que par lui-même. Oui, que par lui-même ou par et que ça donne un nombre entier. Ouais. Et que ça donne un nombre entier, voilà, ça. Donc c'est bon. Putain, donc c'est bon. Je me rappelle de cube. Ça me rappelle cube, du coup.
Le film? Ouais, le film Cube. D'accord. C'est ça là-dedans que j'avais appris l'existence des nombres entiers. Premier. Premier, pardon. entier. D'accord. Et du coup, voilà, c'est tout. Mais voilà. Regardez ce film, ce qui est vraiment ouf. Il est vraiment Ouais, génial. Cube Ouais. d'enfer. Alors regardez-le, mais juste après avoir mis 5 étoiles, on rappelle. Donc, Ah oui, c'est vrai, il y a ça, ouais. Bah, tu peux le faire en même temps. Enfin, non, je sais pas. Tu peux le faire en même temps, En même mais temps. tu commences en même temps, Ouais. par en même temps mettre 5 étoiles en même temps, En même et temps. ensuite tu mets le film et tu poses ton téléphone pour être tranquille, quoi. C'est ça. Voilà, on va faire ça. Eh ben c'est cool. Du coup, on se retrouve dans un mois avec, allez, plus de voix féminines, hein, promis, parce que vous aimez, Yep. vous aimez bien les gars, mais voilà, ça a un peu manqué cette fois-ci. Allez, des bisous, salut. Ouais, Ciao. des bisous. Ouais.